Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue encore ce matin sur notre antenne, sur votre télévision Equinox TV. C'est avec le même plaisir que pendant ces 2 heures de temps d'antenne, nous irons encore plus loin. Question de vous permettre de mieux comprendre le Cameroun d'aujourd'hui, ses réalités, ses avatars. Si vous souhaitez également, on en parlera. Mais avant de dire quoi que ce soit sur cette question ce matin, qui sont ces femmes qui ont choisi, il y a quelques jours seulement, de prendre un communiqué au nom de quelques-unes des femmes qui estiment qu'elles ne sont pas d'accord avec le regroupement des 20 autres femmes qui, souvenez-vous, en début du mois de juin, se sont rassemblées ici à Douala pour dire leur indignation en tant que femmes au Fonds monétaire international, lui rappelant qu'avant de donner, si jamais il faudrait faire un nouvel octroi d'argent au Cameroun, que le Cameroun leur fasse ou lui fasse au Fonds monétaire international le bilan qui va de 2017 à 2020 pour savoir exactement ce que le Cameroun a fait des nombreux fonds mis à sa disposition aujourd'hui. Mais ce qui est curieux quand même, c'est qu'un groupe de femmes réunies bien sûr à Yaoundé, dont parmi lesquelles on peut encore revoir ici le nom du recteur de l'université de Ngaoundéré, qui aurait choisi en tant que femme de faire entendre leur voix, comme quoi elles pensent que ces dames-là ne représentent pas le Cameroun. Peut-on comprendre véritablement que dans ce climat qui est assez délétère aujourd'hui au Cameroun, sommes-nous véritablement sortis de l'ornière lorsque les femmes, sur qui on avait peut-être espoir qu'elles pouvaient peser de leur voix, de leur poids, de leur capacité à faire plier certaines données, que ce soit d'autres femmes fortement impliquées dans le sérail qui se lèvent et pondent un communiqué comme quoi elles ne reconnaissent pas en même temps ces dernières. Le Cameroun bouge, madame et messieurs, on en parlera certainement pendant cette édition, mais surtout clin d'œil à ceux et celles qui pensent que la CAN risque à nouveau de connaître un glissement au Cameroun. Selon les informations en notre possession aujourd'hui, il est quand même important de dire que des pays amis au Cameroun sont autour de la CAF pour voir véritablement si le Cameroun sera à nouveau prêt le jour dit. Le Cameroun sera-t-il prêt ou pas? On en parle certainement dans cette édition, madame, messieurs, avec vous. Merci. La grande famille, Chalamel, Isabelle Carole, Belmondo Ndjouaka et Dominique Audrey Yengelek. Bonjour à vous, bonjour à tous. Bienvenue à tous. Chalamel, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngatiou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à vous, Isabelle Carozopet. Bonjour à vous, Michel Ngatiou. Bonjour aux téléspectateurs. Que se passe-t-il réellement dans la ville de Douala pour qu'on soit toujours en train de parler d'insécurité? Parlons effectivement de cette bande communément appelée microbes. Décidément, même à des heures où on se croit le plus en sécurité, on est plutôt plongé dans cette insécurité et on se pose bien la question de savoir, est-ce que c'est normal qu'on se retrouve dans une telle situation? On en parlera pendant cette édition également avec vous, madame, messieurs. Belmondo Ndjouaka, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour Michel, bonjour à tous et merci de rester connectés sur Tistos le Zénith. Dominique Audrey Yengelek, vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour Michel. Il y en a qui demandent à voir vos cheveux. Qui continuent d'attendre. Et à moi, je leur réponds généralement, qu'est-ce que ça change dans vos vies de voir mes cheveux? Bah oui, oui, ça ne change rien. Vous n'en faites pas un problème. Vous avez combien pour ça? Il faut de l'argent pour ça maintenant? Oui. Pour voir vos cheveux? D'accord. En tout cas, les téléspectateurs vous prennent un témoin. Vous me demandez, vous me donnez mon temps? Vous avez une proposition? Il est dit dans la Bible que la femme couvre les cheveux devant ses aînés. Donc Isabelle Carole est dans l'illégalité. Dieu, à l'église, mais chez les Bantous, la femme ne se décoiffe pas. Donc c'est par respect. Donc c'est par respect pour je respecte les traditions. Merci à vous, merci à tous, mesdames, messieurs. N'oubliez pas les points, du moins les axes qui vous permettent bien sûr de réagir aux nombreux sujets évoqués sur cette antenne, dans ce programme. Vous avez la page Facebook 10-12 le Zénith ou encore Equinox TV pour ceux qui nous regardent là-bas. Et vous avez un numéro qui tout à l'heure s'affichera bas à l'écran. Laissez-nous vos commentaires et avis. Nous vous lirons avec beaucoup de fierté comme c'est le cas chaque matin. Eh bien, ce matin, il paraît que vous avez une histoire particulière pour nous ce matin. Oui. Audrey Dominique Oyengelek. Dominique Audrey. Bon, c'est mieux. J'ai inversé? Oui. Il y a un problème à ça? Oda. Donc, on a l'histoire de cette jeune femme qui est âgée de 24 ans. On lui souhaite bonne chance, même si ça ne compte pas. Elle est en train de composer son examen de baccalauréat. Elle est âgée de 24 ans. Elle est maman d'un enfant d'1 an et demi. Et elle raconte que ça fait quelque temps, son mari lui dit « Il faudrait que tu ailles au village, il faudrait que tu ailles au village. Maman, j'ai des problèmes d'argent. Je n'arrive plus à
à gérer la maison, l'enfant et toi, vraiment, il faudrait que tu ailles au village. Non. Non, elle dit à son mari que non, je ne peux pas aller au village puisque on est là, on est ensemble. Le mariage, c'est le meilleur et le pire. Pourquoi est-ce que je devrais te laisser alors qu'il y a des difficultés? On est ensemble, on se bat. Moi, je suis coiffeuse et j'ai mon petit call box. Je fais les ongles là à côté. Donc, je vais te soutenir comme il se doit et on va aller ensemble. Son mari a tellement insisté qu'elle dit que de temps à autre, elle va au village, elle fait 1 à 2 semaines, elle revient. Malheureusement, le mois dernier, elle a perdu son beau-père et pendant qu'elles étaient à la veillée, il y a 2 ex qu'elle connaît à son mari qui sont venus pendant la veillée et il y a une d'elles qui a eu le courage de venir lui dire « Est-ce que tu sais même que ton mari a un enfant dehors ?» Bon, elle dit qu'elle a fait fi de ne rien éprouver, de ne pas avoir de courroux et tout, mais elle dit que ça, c'est pas ce qui la dérange le plus. C'est que chaque fois qu'elle revient de ses voyages, elle a ses copines, ses voisines qui se moquent d'elle. Une est même allée jusqu'à lui dire « Le jour que tu vas savoir, que tu vas comprendre pourquoi je te dis que ton histoire de village où tu vas tous les jours là n'est pas bonne, tu vas me remercier. Mais je pense qu'il sera déjà tard. » Bon, elle n'a pas trop compris, elle est passée dessus. Donc pendant le deuil de son beau-père, il y a un proche de son mari qui lui fait savoir que lorsque tu n'es pas là, en fait, les 2 semaines que tu fais au village, il y a une femme qui vient ici, qui occupe les lieux comme en lieu et place de la femme de maison, qui fait à manger à ton mari, qui est la femme de ton mari en ton absence. Elle dit donc qu'elle est rentrée, elle n'a pas fait de scandale parce que c'était le deuil de son beau-père. Elle s'est rapprochée de la femme de l'aîné de son grand frère, donc sa coépouse, pour lui poser la situation. Et la coépouse lui dit vraiment, il faut rester tranquille, ne parle pas de ça, laisse-le comme ça, avec ça. Essaye de profiter, comme il est en train de construire ta vie là, mets-la en veilleuse et profites-en simplement, reste tranquille. Donc maintenant la question qu'elle pose c'est de savoir, est-ce que je parle à mon mari de mature à mature, ça ce sont ses termes, ou alors j'applique le conseil de ma coépouse et je reste simplement tranquille, je profite de tout ce que mon mari peut m'offrir comme bien. Voilà. C'est l'histoire de ce matin. Je voudrais peut-être pas faire une dérision, mais qu'est-ce qu'on fait des hommes que lorsqu'ils ne sont pas là, les femmes ramènent des hommes chez eux? Pourquoi me cache-t-il l'existence de cet enfant? Parce que lui ne m'a pas encore parlé. Qu'est-ce que les hommes qui très souvent lorsqu'ils ne sont pas là, les femmes choisissent justement de ramener des hommes chez eux. Je pose juste une question et je m'arrête là. Pourquoi vous posez cette question alors que la dame a posé son point, Michel? Non, c'est juste un rapprochement. Pourquoi vous faites ce rapprochement aujourd'hui? Parce que justement, son histoire, on peut comprendre. Mais vous savez qu'il y a des femmes aussi, lorsque les hommes ne sont pas là, ils font 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 4 mois dehors. Il y a un homme qui vient prendre quand même les lieux. Et bien, fait de ça ce qu'il veut. Et lorsque l'homme revient, on le regarde comme l'idiot, comme le dindon de la farce. Qu'il n'est pas. Hein? Qu'il n'est pas. Voilà. Mais revenons au cas de la femme. Elle demande, est-ce qu'il faudrait justement parler à son homme de mature à mature, c'est ça, sont ces mots? Oui, ce sont ces mots. Et ou appliquer simplement la théorie selon laquelle, madame, tais-toi, vraiment laisse tomber, sois belle et tais-toi. Non, sois belle et tais-toi veut dire que tu ne sais rien en fait. Tu es jolie, mais voilà, tu n'as rien dans la tête, c'est ce que ça veut dire. Mais madame, vraiment laissez tomber, n'en parlez pas, puisque vous faites votre vie, laissez-le, c'est son comme ça, comme on dit très souvent. Hein? Et qu'est-ce que vous lui avez dit de mieux, concrètement? Quels sont les conseils que vous lui avez prodigués? Je lui ai demandé de Pourquoi parler. vous riez, Dominique? Je lui ai demandé de parler. Ouais. Je lui ai demandé de parler parce que... Aïe. Moi, j'aurais cassé des trucs. Que c'est fort. C'est vraiment fort. Cet irrespect, vraiment, c'est le summum. C'est le grand frère de la sorcellerie. Comment un homme normalement constitué fait pour ramener ses amantes dans la maison de sa femme? Comment on fait ça? Je veux dire qu'on fait le stage en sorcellerie où? Pour qu'on aille tous s'inscrire là-bas pour faire ça. Voilà une femme, une jeune femme, hein, vraiment. Moi, je vois que c'est un bébé. C'est une jeune femme qui s'est usée de ses doigts, qui vous soutient parce que vous êtes un pauvre lot. Donc, elle travaille un peu son argent, elle complète sur ce que vous avez. Et vous trouvez quand même la force de ramener une jomba dans sa maison pour manger de cet argent.
Si c'est pas être sorcier, moi je sais pas ce que c'est. Bon, maintenant on va faire abstraction. On peut pas changer le monde, vraiment. Les gens sont comme ils sont. On peut pas changer le monde, on peut pas refaire le monde. Moi je peux pas partager ma couche avec quelqu'un en ayant ce genre de rancœur, en ayant ce genre de... On vous a dit, est-ce que vous avez vérifié? Donc Comment les vérifier? voisines devant qui la femme la passe tous les jours. On vous a dit, est-ce que vous avez vérifié? Est-ce On que vous avez vérifie mis, ça comment? le doigt sur l'affaire pour savoir vraiment si ce qu'on vous a dit était vrai ou Je pas? vous retourne la question. Tout à l'heure, vous avez dit, et ces femmes qui ramènent, machin, vous avez aussi... Je m'en tiens aux histoires, je m'en tiens aux histoires. Elle qu'on raconte. également est sentie à ce que ses voisines les plus proches, les plus à même de lui poser, de lui dire ça, lui ont dit. Parce que lorsque son mari le fait, il n'est pas caché. C'est vrai que dans nos concessions, plus jeunes, on voyait des locataires qui le faisaient, mais les filles venaient nuitamment. Elle venait la nuit et elle rentrait aux premières heures du matin, à l'heure où on allait encore jeter la poubelle. Donc il fallait être dehors à 5 heures pour voir comment les Njomba sortaient en cachette. Donc cet homme ne se cache pas, il ne se gêne pas pour ramener une autre femme dans la maison de sa femme pendant 2 semaines. Est-ce qu'il a conscience de ce que lorsque vous ramenez une autre femme dans la maison de votre femme, celle-là vient, elle vient en mission? Est-ce que vous avez dit qu'elle était officiellement mariée? Oui, elle est. Officiellement mariée. Du moins du point de vue traditionnel. D'accord. Oui, donc c'est une femme dotée, reconnue par la tradition. La femme que vous ramenez tente par tous les moyens d'occuper définitivement la place de celle qui est connue. Et par conséquent, aujourd'hui, on a ce phénomène de pratiques pas catholiques, disons des pratiques même de sorcellerie, parce qu'on peut en arriver là, pour mettre celle-là de côté. En ramenant une autre femme, elle peut se retrouver à empoisonner votre femme, à prendre les sous-vêtements de votre femme pour aller faire des pratiques mystiques, à mettre du poison. Dès que votre femme va venir porter ses sous-vêtements, elle aura des problèmes, un certain nombre de choses, empoisonner même l'enfant et tout. Donc avec ce genre d'homme, il faut vraiment, pour que vous lui pardonniez, c'est grave, parce qu'on a dit que l'infidélité, vraiment, c'est comme ça. Ils ont dit que c'est génétique, d'accord, on l'admet. Mais maintenant, il faut respecter vos femmes. Vous ne ramenez pas vos amantes dans le périmètre de votre femme. Un peu de respect. C'est pour ça que je dis que la base, l'éducation de base, c'est quelque chose d'essentiel. Quand on rate l'éducation de base d'un individu, franchement, c'est la société qui en fait les frais. Qui doit éduquer l'individu à la base? Les parents parents doivent lui dire, écoute, cher monsieur, ne ramène pas des femmes chez toi parce que c'est interdit. Ses parents auraient dû éduquer cet homme. Parce qu'il a certainement vu son père faire la même chose. Parce qu'il y a des hommes qui le font même devant leur femme. Donc cet homme a certainement vu son père ramener des femmes sous le nez de sa mère. Et puisque à cette époque, les mamans étaient ce qu'elles étaient, elles ne pouvaient pas parler au nom du mariage. Elle a dû tout accepter. Et lui également, il reproduit le même schéma. Donc les mamans doivent devenir des féministes là maintenant. Hein. Personne n'a demandé de devenir féministe. Réclamer le respect. Moi, je ne sais même pas quel est le contenu que les gens mettent dans féministe. Mais en tout cas, le féminisme, c'est une certaine revendication de droit. Le droit au respect de vos femmes. Respectez vos femmes. Donc, chère dame, lorsque vous allez revenir dans cette maison, sachez que vous pouvez partir de là à tout moment. Et maintenant, votre argent, vous ne lui donnez plus rien du tout. Vous ne lui donnez plus de votre argent. Vous épargnez de votre côté. Parce qu'à tout moment, celle-là peut venir définitivement et vous allez vous retrouver avec votre enfant dehors. Très bien. Sauf si celui-là vous montre des gages de repentance. Auquel cas, soyez sur vos gages. Je voudrais, chère Lamel Badjou, vous toucher sur le fait. Elle fait bien évidemment, elle présente une histoire. Mais elle souffre du fait quand même qu'elle estime que son territoire est violé. On lui cache l'enfant. Oui, son territoire est violé, dit-elle. Hein. Son territoire est violé et son mari ne lui a pas encore dit qu'il a fait l'enfant dehors. Voilà, elle s'est rendue compte. Mais est-ce qu'à un moment donné, je ne dis pas passer sous un homme, est-ce qu'à un moment donné, on vous donne des informations, vous ne prendrez pas la peine de les vérifier, d'abord recouper l'information avant de passer à une quelconque exécution, je vais dire... Vous avez le site où on se rassure que son mari non, il n'y a pas de site pour ça. Michel, mais il y a des méthodes de vérification. Sur la même battue, nous vous écoutons. Une femme qui écoute une voix autre que celle de son mari est une sorcière et une potentielle assassin, Monsieur Michel Ngatiou. La femme n'a qu'une seule voix, qu'elle devrait écouter la voix de son mari. Tout ce qu'on lui dit n'est que fabrication et issue de mensonges. Monsieur Michel Ngatiou,
Le jour, si ça avait été l'une des histoires qu'on viendra raconter, qu'on commencerait même à soulever à côté de moi, je vais rentrer dans une colère tellement noire, monsieur Michel Ngachou, que vous aurez l'impression d'avoir un ours par devant vous. C'est assez important de le dire. En tant qu'homme, hein? Une femme n'écoute pas les voisines. Une femme n'écoute même pas le ronflement. Je dis le ronflement, monsieur Michel Ngachou, des voix, le ronronnement des voisins, des étrangers à son amour. Alors, elle commence par dire, on m'a dit, on a dit que, on est venu me dire que, monsieur Michel Ngachou, dans sa grande connaissance et sagesse de femme, a-t-elle trouvé dans ce domicile une mèche? Non. A-t-elle trouvé un slip abandonné? Non. A-t-elle trouvé une chaussure? Non. A-t-elle trouvé un cheveu? Non. A-t-elle trouvé une serviette? Non. Toute femme qui est dans un domicile laisse des traces, si elle aime. Ah oui, monsieur Michel Ngachou. Elle va soulever le coussin, elle jette ses cheveux là-bas, ou elle jette sa perruque, elle s'en va. Parce qu'elle sait qu'il y aura débat. Mais elle arrive chez elle, elle ne trouve aucune raison de piquer une crise. Elle se contente de... On a dit, monsieur Michel Ngachou, on la porte, elle et ses affaires, on la fout dehors. Première chose. Vous n'êtes pas excessif là? Non, je ne suis pas excessif. Quand même. Je ne suis pas excessif. Hein? Monsieur Michel Ngachou, qui vous dit que les femmes qui entrent pour le sexe, que cette femme qui entre, ça peut être une mec d'ici qui vient faire le traitement. Ça peut être une voyante qui vient consulter le type pour le soigner, monsieur Michel Ngachou. On est en train d'imaginer des choses. On critique ce qu'on ne comprend pas, non. Oui, se cache. Ça peut être un homme qui est malade et vient lui faire des injections. Il y a des suivis particuliers. Monsieur Michel, vous ne dites rien. Ah ouais. Donc on ne peut pas tout de go la dire que parce qu'elle entre. Est-ce qu'elle entre triste, elle reçoit avec la joie? Vous voyez, les gens cherchent à dire des choses, les gens cherchent à observer un ensemble. Comment de dehors, dans une maison avec portail, ceux de dehors savent qu'elle est couchée sur les lits dedans? Là est toute la question quand même. Non, mais monsieur Michel, est-ce que cette voisine... Mais il y a le traitement. Est-ce que cette voisine souhaiterait peut-être aussi entrer? On ne sait jamais. Monsieur Michel Ngachou, il y a des traitements qui nécessitent une assistante. Ça peut être une psychologue. Mais bien sûr, bien sûr. Ça peut être une psychologue. C'est un suivi particulier. Bien sûr. Elle qui va au village, est-ce qu'elle va au village se tourner les pouces? Elle va gérer le champ. Elle va gérer la maison, s'occuper des chèvres et des poules. Mais elle ne va pas au village. Mais écoutez, à quel moment est-elle au village et est-elle à Douala? Où est-elle Angel Bandouga? Où est-elle? Je ne sais pas, non. Il faut que les femmes comprennent que, à trop vouloir devenir inspecteur Colombo derrière votre mari, vous finissez par subir ce que Navarro subissait dans tous ses films, monsieur Michel Ngachou. Donc, il faut éviter un temps soit peu. Merci. Et vous contenter de n'écouter que votre mari jusqu'à ce que vous ne tombiez sur la preuve. Elle n'a aucune preuve. Pour le moment, elle n'a aucune preuve. Ni la mèche, ni la babouche, ni rien. Même l'utilisation de ces ustensiles. Parce que la femme, monsieur Michel Ngachou, méfiez-vous. Une femme qui sort de la maison, elle sait comment elle a classé ses plats. Même la fourchette. Quand vous arrivez, elle a dit qui est entré dans ma cuisine. Méfiez-vous, elle a déjà la preuve. Qu'il y a quelqu'un qui est entré dans sa cuisine. Si ce n'est vous. Est-ce que Isabelle Carole valide justement la thèse de Charles Hamel ce matin? Elle va me combattre, vous dites que... Non, ce n'est pas un combat. On est là, on analyse, on a des idées. Est-ce que vous validez les thèses évoquées par M. Mbachou ce matin? Oui, je valide cette thèse. Je valide cette thèse parce que c'est peut-être bien surprenant, mais il faut savoir que quand on décide de se marier, vraiment, il faut préserver son cœur. C'est très important parce que vous ne vivez plus pour vous à ce moment. Vous vivez pour vos enfants, vous vivez pour votre famille, vous vivez pour votre belle famille, vous vivez pour votre mari. Il est important d'abord pour vous, parce qu'il faut commencer par là, parce que même si vous n'êtes plus, ces enfants vivront, hein, ça il faut le savoir. Donc, ne pas commencer à vouloir tempêter là où il ne faut pas. On perd le temps, un temps qu'on aurait gagné à faire une activité, à rendre visite à Y, à mettre tel projet sur pied. On perd du temps, Michel Ngachou. Et dans tellement de couples, c'est ce qui se passe. On perd du temps et à la fin, on tourne en rond. On tourne en rond parce qu'on est en train de se concentrer et se concentrer sur des choses qui ne valent pas la peine. En réalité. Vous dites que mon mari est infidèle, c'est vous qui le dites. Voilà.
C'est vous qui dites que mon mari est infidèle. Est-ce que moi, à mon niveau, j'ai vu mon mari être infidèle? Merci. Mon mari a un enfant dehors. Est-ce que j'ai vu cet enfant? Non. Même s'il ressemble à mon mari, est-ce que mon mari m'a dit, Isabelle Carole, ma chérie, écoute, j'ai fait un enfant dehors? Non. Est-ce que jusqu'à preuve de contraire, ma ration souffre de quelque chose? Non. Est-ce que mes enfants vont à l'école? Oui. Est-ce qu'ils sont pris au son? Oui. Est-ce que je vais bien? Est-ce que lorsque je passe à la télé le matin, j'ai le sourire? Est-ce que je suis égayée? Est-ce que je suis toujours au top? Oui, je suis toujours au top. Est-ce qu'il s'occupe de moi quand je suis au village? Oui, il s'occupe de moi. Il vous a chassé parce qu'il dit qu'il n'a plus l'argent. Il ne vous a pas chassé. Il ne vous a pas chassé. Vraiment, moi je crois que quand on parvient à répondre à cette question et qu'on a des réponses positives, vous faites votre signe de croix et vous dormez. C'est simple. Parce que qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Qu'est-ce que non, attendez Michel, ce qui se passe très souvent, c'est que la voisine qui te dit quand tu n'es pas là, ton mari ramène ci ou ça. Quitte ce foyer, Michel Gachou. C'est elle qui sera dans ta maison. C'est cette voisine qui sera dans ta maison. Très bien. C'est elle qui sera la première à faire des avances à ton mari. Il faut que les gens comprennent qu'il y en a qui sont tellement jalouses. Oui. Quand on vous voit le matin sortir avec votre femme, on est jaloux. Gachou travaille, sa femme travaille, ses enfants sont dans telle école et tout. Les gens sont jaloux. Ils n'apprécient pas ça. Pourquoi chez moi il n'y a pas cette paisibilité? Pourquoi ma femme ne travaille pas? Pourquoi mon homme n'est pas aussi comme ça? Donc directement on commence à vous faire des problèmes qui ne tiennent pas la route. Tant que vous n'avez pas de preuves, ne portez pas, justement, ne commencez pas à juger des personnes. Vous avez dit une chose assez pertinente tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on consacre du temps aux choses inutiles. Parce qu'on devrait se concentrer sur l'essentiel. Oui. Alors, je reprends vos mots. Alors, si jamais on en venait à vérifier, à valider l'infidélité de cet homme, votre attitude serait laquelle? Là, l'attitude est différente. Parce que si c'est moi qui valide ou qui voit, c'est autre chose. Mais quelque chose qui est rapporté, ce n'est pas la même chose. Ça n'a pas le même effet, Michel. Ouais. Quand vous m'appelez pour me dire que non, Isabelle, ton mari est à tel endroit, c'est son problème. Il faut la bloquer même. C'est son problème. C'est pas à vous. C'est pas à vous de m'appeler pour me dire que mon mari est à tel endroit. Ouais. C'est moi qui vis cette relation. C'est moi qui vis ce mariage. C'est à moi de pouvoir. Et c'est justement là où beaucoup de femmes plongent. Parce qu'à un moment donné, bon, ok, d'accord, on vous appelle, il est à l'hôtel et tout, vous allez, vous le voyez, vous faites quoi? Vous prenez vos 5 enfants, vous partez, vous faites quoi? Vous pleurez toute votre vie, vous faites quoi? Il faut être prête à pouvoir affronter les choses. Moi, je dis, on gagnerait à beaucoup faire preuve de maturité. Et lorsqu'on décide de se mettre en couple, on ne vit plus pour soi. Il faut qu'on l'admette. On ne vit plus pour soi, on vit pour l'autre. On vit pour les enfants. Et l'objectif, l'essentiel, c'est de pouvoir avancer. Parce que n'importe quoi arrivera. Non, pas n'importe quoi. Non, on ne cautionne pas. On ne cautionne pas. Lorsqu'on décide de se marier, parce qu'à un moment donné, on a ressenti de l'affection, on a ressenti la volonté ou encore ce désir de s'unir. Et on se marie pour ça, parce qu'on s'aime. C'est pour ça que je dis, j'interroge la question de l'amour. Si je réponds à ça par l'affirmative, alors je n'ai aucun souci. Moi je dis, il ne faut pas que les gens commencent, on ne suivait pas le mari de quelqu'un ou la femme de quelqu'un. Vous ne savez pas ce que je fais après le boulot, avant le boulot, quoi que ce soit. Donc pas besoin de mettre un GPS sur votre conjoint, votre conjointe. Merci beaucoup. On prie l'amour et rien que ça. Gérer les problèmes à deux, pas avec autre personne. Belmondo Njoka, je voudrais que l'on revienne sur des réalités, on va dire, des phénomènes qui sont présents autour de nous. Il y a des femmes qui, vous savez, les maisons sont collées. Hein. Lorsqu'elle est de l'autre côté avec son mari, celle de l'autre côté entend simplement les gémissements, les bruits, et tout de suite ça crée des frictions. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, sur l'histoire proposée ce matin, est-ce que c'est vraiment pas ce type de voisine en réalité qui n'a pour idée que de vouloir gâcher ce que vous avez construit, bâti? Monsieur, je vous en prie. La voisine n'a pas dit directement que votre mari le fait. C'est au deuil que la famille de son mari lui dit. Oui, on pose la question. Voilà. Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi le dire? Est-ce que ce n'est pas justement, permettez, une mauvaise voisine? Une mauvaise belle-sœur même. La voisine n'a rien dit. La voisine lui a dit que ton village où tu pars tous les jours là, quand ça va cuire, ou bien quand ça va pourrir, ça va sentir. Elle a juste mis la puce à l'oreille. Oui, que je t'avais dit, tu pars au village tous les jours. Est-ce que c'est différent? C'est différent. Belmondo, votre point de vue sur ça. Oui, mais je vais en une minute, une anecdote pour corroborer. Non, je n'en ai pas. Pour corroborer ce que Charles Amiel a dit tout à l'heure, c'est très important. Moi, je vais vous rendre. Moi, je l'ai vécu. Okay. Vous l'avez vécu? Oui, je vais le dire. Vous êtes venu voir la femme à la maison? Non, à la maison ou bien? Non, moi j'étais malade. D'accord. Et on m'avait prescrit des injections. Alors, il se trouve que
non loin de chez moi, il y avait une infirmière. Et donc, elle sort très tôt le matin, 6 heures, elle est partie. Et donc, elle m'a proposé, donc, elle peut m'aider, mais pourvu que j'arrive à la maison avant qu'elle ne sorte. Donc, avant 6 heures. Ce qui fait que j'étais obligé de sortir parfois 5h30, 5h45, aller chez elle pour qu'elle m'injecte avant de s'en aller au boulot. Mais il y a des personnes, des voisins justement, qui me voyaient chaque fois, qui ne me voyaient pas entrer, mais qui me voyaient sortir de chez elle à 6h. Voilà. 6h, 6h15, on me voyait sortir. Belmondo est là-bas. Et donc, du coup, je vous assure, il y a des femmes au quartier qui sont venues dire à mon épouse, si mon épouse elle écoute, hein, méfie-toi. Hein. Je suis le programme, que attention, ton mari m'a mis dehors à la maison. Ouais, ça commence comme ça. Oui, mais parce que ton mari, on le voit toujours, il dort à la maison, comment tu... Oui. Et du coup, tellement on lui a dit ça qu'à un moment donné, mais... Oui, elle se pose ces questions, elle dit, mais quelles sont ces questions qu'on me pose chaque fois? Chaque fois. Et elle vient me dire, mais attends, est-ce que tu sais que... Vous êtes passé au tribunal, là? Oui. Bien sûr. Mais j'ai dit, mais malheureusement, pour ces femmes-là... C'est elle qui vous réveille le matin. Mon épouse m'a dit, attends, il paraît que c'est parce que tu vas aux injections chaque fois là qu'on te voit sortir et elle appelait l'une de ces dames. Que tu m'as... Devant moi. Toi, tu m'as dit quoi de mon mari? Voilà. Voilà. Un exemple. Mon mari, il prend des injections là-bas chaque fois. Bon, arrêtez de vous mêler des problèmes des gens. C'est différent de... Je vous ai pas envoyé surveiller mon mari. Et ça, il m'a dit. En face. En face. Voilà. Je vous ai pas envoyé surveiller mon mari. On est au quartier, on s'est retrouvé au quartier, on ne se connaît pas. Vous n'êtes pas de ma famille, je ne sais pas. C'est clair. Non. À un moment donné, votre femme, comme Chalamel le disait, comme il disait, ne doit écouter que doit faire confiance à son mari. Si vous ne faites pas confiance à votre mari, il y en a qui ne vous aiment pas. Votre bonheur ne plaît pas forcément à tout le monde. Vous êtes un couple exemplaire, un couple, on vous envie au quartier parce que vous vivez bien, qu'on entend, il n'y a pas de dispute chez vous, vos enfants vont bien à l'école, ils sont bien portés. Mais ça fait des jaloux. Tout le monde n'est pas fier de vous voir heureux. Mais qu'est-ce qu'on gagne? Et même dans votre famille, il y en a, même parmi vos soeurs, parmi vos frères, parmi vos beaux, il y en a qui ne sont pas contents. Attends, celui-là, comme il est marié, croit qu'il est arrivé. Donc on va faire tout pour vous détruire. Et si vous cédez à ça, vous écoutez. Non, attendez, Charles a dit quelque chose de fondamental, d'essentiel. On a cherché les filles même quand on était jeune, même quand on louait les chambres, même quand... Une fille qui arrive chez vous fait tout pour laisser une marque. Oui, elle ne sort pas. Ou elle oublie une boucle de l'oreille, ou je sais pas. Les coiffes. Oui, il y en a toujours. Ou bien elle laisse un parfum. Oui. Elle peut pomper un parfum exprès. Ou elle laisse son savon. Elle laisse son savon. Il y a toujours. Le garçon est moumou, il ne peut pas nettoyer derrière. Non, c'est pas ça. C'est pas l'endroit où tu vas voir. Mais donc, vraiment, les voisins là, moi, si ce monsieur est locataire même là-bas, je préfère même qu'il quitte de là. S'il est en location dans cette zone-là, qu'il aille ailleurs, parce que là, oui. C'est ça qu'on doit faire attention, que ce soit avec les voisines, que ce soit avec les copines, que ce soit avec la famille. Parce qu'on te dira facilement, non, il faut quitter cette femme, est-ce que tu peux même la supporter? Hein, une femme qui est ci, une femme qui est ça et tout. Michel Ngachou, mettez votre femme dehors avec vos 4 enfants. Quand vous aurez faim, vous saurez l'importance de votre femme. Essayez donc, parce que vous avez donc compris que tel a dit, tel n'a pas dit. Mais je vais vous dire, attendez. Oui. Attendez, il faut qu'on soit sérieux. C'est pas pour autant que madame vous ferait n'importe quoi. Non, permettez. Oui, allez-y. Au nom de qu'il y a les enfants. On ne vous abandonne pas, très simplement. Écoutez, là on s'éloigne. Non, je dis ceci. C'est à vous deux, c'est vous qui êtes souverain dans votre couple. Vous êtes à vous de gérer les conflits. C'est pas la voisine de venir vous dire des choses. Non, d'accord, non, je suis d'accord. Non, totalement d'accord. Mais j'ai dit, c'est pas parce qu'en réalité, madame, vous avez le sentiment que parce qu'on vit ensemble, on a fait 4-5 enfants, vous posez des actes qui ne tiennent pas au nom de l'amour. Ah non, mais on n'est pas d'accord. On vous dit, vous avez la maison et les enfants, vivez. On va faire notre vie. Des actes de violence, par exemple, il y a des choses sur lesquelles on ne badine pas. Quand vous voyez que votre vie est en danger et tout, ben c'est normal que vous décidez de plier bagage. Quand vous en avez marre de... Moi, je dis ceci. Si vous voulez quitter votre partenaire, quittez-le parce que vous avez décidé de le quitter. Ne le quittez pas parce qu'on vous a demandé de le quitter. Faisons traiter deux choses bien différentes. Parce que là, au moins, vous assumez votre choix. C'est vous qui décidez de le quitter. C'est pas la copine ou la voisine ou la belle famille qui vous a 30 secondes, Monsieur Michel Ngachou, 30 secondes. Je veux dire à toutes les femmes que vous connaissez entre vous. Monsieur Michel Ngachou, il y a des hommes que lorsqu'ils transportent même leurs collègues, quand il finit la dépose, là, ils passent à la laverie pour l'aspiration. Qu'on aspire parce que les femmes qui respectent les voitures. Parfum. Oui, elles respectent. Vous avez, c'est-à-dire, dès qu'elle entre à la maison, elle s'arrange à vous sortir. Mais jusqu'à quand?
Mais ça veut jusqu'à dire quand qu'il y a eu des il faut vivre comme ça, Dominique Audrey, Non, si inspecter une à chaque femme se fois. comporte comme ça veut dire qu'il y a eu des Non, précédents. il y a des femmes de nature. Non, c'est pas possible. Lorsqu'une femme décide de se mettre avec vous, elle vous fait totalement confiance jusqu'au jour où se pose le premier acte qui va détruire la confiance, que ce soit l'infidélité ou n'importe quoi. Maintenant, vous allez rester ensemble, mais le doute va persister. La femme soupçonne tout, monsieur Michel Gatou. Même dans votre sommeil, votre façon de dormir. Ça veut dire que vous avez fait quelque chose de mal. Pourquoi tu as dormi comme ça? Tu as dormi très heureux, ton visage était un genre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, la femme s'inquiète de tout, monsieur. Merci beaucoup, cher Lamel. Merci infiniment, madame. Monsieur, restez sur notre antenne, mais surtout, petit conseil aux femmes qui nous regardent ce matin, faisons un effort, hein. C'est-à-dire que pour les hommes également, les femmes, faites un effort de rester très sérieuses, pas quand même jouer les colombes partout, c'est important. Mais les hommes aussi, respectons. Je voulais insulter que les hommes justement respectent leurs femmes autant. Mais les gars, on sait qu'on peut jongler, mais jongler quand même en respectant vos femmes, s'il vous plaît. Respect, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la commercialisation des drogues et notamment du chanvre indien dans nos principales villes, les villes de ce pays. La commercialisation de la drogue a atteint un seuil critique, non pas pour la vieillesse ou la vieille génération, mais pour les jeunes, les plus jeunes et la jeune génération qui désormais trouvent un plaisir à se jeter dans la consommation de la drogue. Désormais, dans les cafétérias, il y a un nouveau département créé, le département dose adulte, le département coupe-fort, le département, on va le dire, des choses extrêmement dures qui sont commercialisées par les tenanciers des cafétérias. Après les comprimés qui ont pris une certaine ampleur, désormais, dans les principaux quartiers, Aqua, lieu de la joie, Deido, lieu de la joie, Bali, lieu de la joie, Bepanda, lieu de la joie, Ange Raphaël, on commercialise dans les cafétérias au vu et au su. J'allais oublier Nebel, vers le quartier, vers le foyer Batier. Il y a tout un endroit où vous voyez des bensikineurs, vous voyez des jeunes garçons, ils prennent des tasses. Était-ce vraiment des tasses? Je m'interroge sur le pourquoi est-ce que les pouvoirs publics ne font rien pour endiguer ce poison qui, de par ses tentacules, provoque une tumeur sociétale à nul autre pareil. Comment comprendre que le fait que la circulation et la consommation de la drogue en milieu jeune ait atteint la cote d'alerte au Cameroun? Savez-vous que 60% des jeunes âgés entre désormais 15 et 25 ans ont déjà consommé la drogue au moins une fois. Les plus prisés sont l'alcool, le tabac, le chanvre indien, le tramadol, la cocaïne et j'en passe. Savez-vous qu'au Cameroun, la drogue est devenue pour les jeunes ce qu'est le bonbon pour les enfants, en milieu urbain comme dans les villages, travailleurs, chômeurs, scolarisés ou non, les jeunes Camerounais consomment à longueur de journée énormément de drogue pour, disent-ils, qui dans certains bars, parce qu'il faut le dire, certains barman sont complices. Ils vendent des comprimés. Pendant qu'il prend une bière, il coupe un comprimé, jette à l'intérieur. Vous avez des jeunes qui se jettent dans la cigarette. Des enfants, un enfant trop calme. Vous avez l'impression que vous avez Jésus-Christ, alors qu'au fond, c'est un démon en état latent. Savez-vous que la région pourcentage de 26,26%, suivie de celle du Nord-Ouest, 17%, de la région de l'Est, 17%,
de la région du Sud, 6%, de même que le Nord et Nord-Ouest, 39%, qui sont les principales zones de comique. La drogue entre au Cameroun par toutes les voies, en plus de l'importante quantité. Vous allez voir ce que les jeunes font là-bas le soir. Ils ne se retrouvent pour beaucoup à sniffer déjà. On se demande dans quel capharnaüm on se trouve. Ce n'est pas les vieux, c'est des jeunes enfants qui se retrouvent là. Regardez comment le taux de violence est en train d'atteindre un pic. C'est lié à tout cela. Les citoyens se sont familiarisés au terme drogue, expression très courante dans les pays occidentaux qui fait son bout de chemin au Cameroun. À en croire le ministère de la Santé, le Cameroun est passé de pays devenu depuis plus de 15 ans la plaque tournante dans la sous-région depuis la chute des forces policières, affirme que les villages de Kumbo, Bana, Bamenju, selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 200 millions nationaux de lutte contre la drogue, plus de 10% de personnes ont grandi au travers du sommet du cannabis au moins une fois entre 15 et 30 ans. La drogue tue plus de 55 000 jeunes chaque année de suite d'une surconsommation, laquelle représente 40 à 60% des causes immédiates de tous les accidents pour les jeunes de 18 à 25 ans. 55 000 jeunes, c'est au Cameroun, ce n'est pas ailleurs. 55 000 jeunes qui partent dans un silence effroyable. Les drogues, au fil des ans, s'est montré de plus en plus fréquentes et tenaces dans les lieux de la quête du savoir. D'après une ONG américaine, 30% des élèves des villes de Yaoundé et Douala sont des fumeurs. Les problèmes de la vie poussent 5% des enfants à consommer. National de lutte contre la drogue rendu public en juillet 2015. Le Cameroun en général et Douala en particulier se présente comme la plaque tournante du trafic des stupéfiants en Afrique centrale. La drogue commercialisée au Cameroun provient majoritairement de l'Afrique de l'Ouest. Puisqu'on en parle, allez à Niala-Parizo. Tout l'axe de Niala-Parizo, là où il y a des nouveaux snack bars, apprendre de ce qui s'y passe, de comment c'est vendu dans les snack bars, de ce qui est fait. En 2014, il faut le dire, ça avait atteint un record dans ce pays. Les principaux consommateurs de drogue sont pas autres d'importance. Les bandits, les jeunes, les enfants de la rue, les mototaximens, les prisonniers, les éléments de maintien de l'ordre, les avocats, les journalistes, les médecins, les étudiants, les élèves et les prostituées. Et j'en passe. Attention. C'est très grave ce matin. On n'a pas dit le contraire. Allez, merci à vous qui nous regardez ce matin. Et la colère, bien sûr, exprimée par Charles Lamène Bachou. Nous sommes certains que si vous nous regardez ce matin au quartier Nkomkana, à Yaoundé précisément, vous vous retrouvez dans l'affaire. Si vous nous regardez à la briqueterie ce matin, vous comprenez très bien la colère exprimée par Charles Lamène Bachou. Si vous nous regardez à Melaine précisément, au lieu dit, vous nous regardez ce matin au quartier Manguier dans sa globalité, vous comprenez très bien que la colère exprimée ce matin est une colère remarquable. Dire que peut-être ces quartiers ne sont pas les seuls, mais pratiquement Yaoundé dans sa globalité, on sait comment ça se passe dans les lycées d'État aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut expliquer, malgré les efforts mis en... Mais on se rend compte qu'ils sont très nombreux, qui sont impliqués dans la commercialisation. C'est toute une mafia aujourd'hui. Et quand je dis mafia, je pèse mes mots parce qu'en même temps, on se demanderait, sur ce plateau, commercialisation des drogues au Cameroun? Ouais, pour qu'on ne commercialise plus la drogue, il faudrait qu'il y ait plus de consommateurs de drogue. Donc, il faut commencer par stopper. Déjà, on se pose des questions. Avant, on nous disait que ça entrait au pays, mais aujourd'hui, on cultive la drogue chez nous. On va sécuriser les entrées, les aéroports, les ports et autres. Mais aujourd'hui, on cultive chez nous à base. Je pense que c'est ici, là, les parents sont interpellés. Parce que ça commence, c'est les plus jeunes qui consomment, qui sont les plus grands consommateurs de ces stupes-là chez nous. Quand vous avez un enfant à la maison, il a dit dans sa colère, vous avez un enfant qui est très calme, qui ne sort pas, qui s'enferme toujours dans la chambre. En journée, il est très calme, il est très poli, faites très attention. Généralement, quand vous les voyez en journée, pour remarquer ces gars-là, quand vous, pareil moment, 10h, 9h, 10h, ils sont calmes, hein. Ils sont, certains sont en train de dormir. Vous avez des jeunes, parce que ça commence par là.
Mais j'ai insisté sur la commercialisation. Ça veut dire que ces enfants poussaient 55 000 jeunes, puisque c'est le 55 000 qui décèdent quand même chaque année, c'est très grave. Chaque année. Les dealers, parfois on les connaît et vous serez même surpris de comprendre qui sont les véritables dealers. C'est au sommet, vous prenez un petit détaillant au quartier, vous le récupérez, vous l'amenez à la gendarmerie ou au commissariat. Le même jour, le même soir. Le même soir. Vous savez, dans les quartiers, il a parlé des callboxers. Vous avez des callboxers qui sont là jusqu'à 2h, 3h, 4h. J'ai vu un cas. Vous pensez qu'on vient téléphoner? J'ai vu un cas pareil. Dans une certaine heure de la nuit. Vous êtes dans un carrefour, il n'y a personne. Vous vous demandez à qui elle va vendre ce poisson. Elle est là, on l'agresse jamais. Vous passez par là, on vous agresse. Mais cette dame-là, on l'agresse jamais. Elle est là. Vous voyez un petit gars, il a son petit café. Un café de rien du tout. Vous allez, vous voyez, il y a toujours... C'est le passeur. Oui, c'est le passeur. Donc, il y a des... Donc, vous voyez, monsieur, on vous dit, donne-moi une tasse. OK? Donc, il faut faire... Dans les restaurants, c'est pareil. Il y a une sorte de risotto, de riz sauté. De riz sauté. Et des légumes particuliers. Quand vous arrivez... Oui. Non, dès qu'il entre, il dit dans le restaurant que... ma chérie, aujourd'hui, je tape sec. Voilà. Ils ont des côtes. Ce sont des côtes. Je tape sec. Donc, c'est extrêmement compliqué de surveiller ça aujourd'hui. Vous voyez, allez dans les snack bars. Vous contrôlez ça comment? 15 ans en montant qui sont là. On a parlé de... Capsule. Donc, il y a un casier, il y a une zone où on a mis ça. Voilà. Ils savent. Donc, on réussit à... On ne devrait pas avoir peur pour nos enfants, Isabelle Carroz. Vraiment, je crois que nos enfants, enfin, vous et nous qui avons des enfants qui ont 5, 6, 7 ans, 8 ans, qu'est-ce qu'on fait pour cela maintenant? Parce que pour protéger ces jeunes pousses aujourd'hui, moi j'aime souvent le dire, dans les livres, quand on regarde la télévision, moi j'ai jamais vu ce que vous appelez une histoire emballée. Mais je me demande, mais j'ai jamais vu, moi je le dis très honnêtement, j'ai jamais vu pour ne pas toucher. Mais ils font comment pour arriver à ce niveau? Est-ce qu'on ne devait pas avoir peur pour nos enfants là maintenant? Je crois que c'est la société supérieure au vent qui souffle à l'intérieur. Je m'explique. Ça veut dire que vous avez un enfant peut-être à la maison, vous l'avez beau lui inculquer toutes ses valeurs et tout, mais une fois qu'il rejoint l'école, une fois qu'il traverse la barrière, il est avec qui l'accompagne, qui gère ça, qui suit son niveau de pouvoir justement redoubler des... Vous trouvez justement, comme le disaient ces femmes qui vendent, vous arrivez sur un grill de poisson brisé, on vous dit oui, 700, 800, 900 000 francs, et après vous pointez le doigt derrière, 500, 400 000 francs et tout. Donc, ça veut dire qu'il y a un niveau de langage qui est arrivé que si vous n'êtes pas assez rusé, je vous jure, même 1000 ans à votre porte, on vendra des choses que vous ne serez jamais au courant. Mais les personnes justement bien introduites dans le milieu sauront de quoi il est question. Et comment on fait pour stopper un type de réseau? C'est tellement lourd, c'est tellement long parce que la chaîne, elle est tellement grande. Comment ça se fait pour se retrouver dans des prisons qui sont censées être des lieux où on protège des gens, où on les sanctionne des écarts de comportement? Oui, mais on vous dit que les gros dealers, ils sont... Les plus gros dealers ou alors le niveau de deal qu'aujourd'hui on observe ou encore qu'on enregistre dans les prisons, vraiment vous tombez des nues. Comment ça se fait? Ça veut dire que quelque part, il y en a du système, plutôt ceux qui sont chargés de mettre de l'ordre, qui font plutôt du désordre. Sinon, comment vous allez m'expliquer que ça rentre dans les prisons? Comment ces personnes se comportent? Comment elles font? Donc, ça veut dire que chacun à son niveau a des responsabilités à pouvoir gérer. Et aujourd'hui, on met ça dans tout. Dans du café, quand on se consomme à certains endroits, à certaines heures, vous ne comprenez même pas comment des gens sont retrouvés à des groupes. Et puis, quand vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? On vous dit, on vend du café. Allez donc voir le café qu'on vend à 16 heures. Allez donc voir. Et le type de personnes qui vendent ce café et le type de clients qu'il y a autour de ces personnes qui vendent ce café. Et ça se passe même en journée. Il y a des points bien précis. Même ici à Aqua, où on vend ce café-là, vous trouvez ces personnes bien entourées. On vous dit non, c'est du café et tout. Quand vous passez là, 1000 ans, vous ne saurez jamais que vraiment, voilà tel réseau qui est en train de se faire. Vous saurez que non, c'est les personnes qui sont en train de prendre du café. Or, ça n'a rien à voir. C'est tout sauf du café. Et après, vous voyez des personnes en train de rouler bizarrement sur des motos, en train de vraiment de créer des accidents et tout. Parce que ces personnes ne sont pas lucides. Et aujourd'hui, pire encore, même dans les repas, vraiment, c'est vous qui demandez, qui dosez. Des légumes, là, des légumes. Oui, ça veut dire que ce soit légumes, que ce soit du riz, que ce soit ça. Est-ce que vous savez que même les femmes qui vendent des beignets haricots bouillis aujourd'hui, justement, utilisent ce genre de choses? Quand le gars arrive, dans la bouillon, on met cela. La personne sait comment, justement, il demande, il passe sa commande.
C'est compliqué. Ça fait peur en même temps et on espère que les Camerounais qui nous regardent ce matin comprennent grand chose à cela. C'est pas terminé, on en reparlera dans la deuxième partie. Restez sur Equinox. Bienvenue à tous, bienvenue dans la deuxième partie de votre émission 10-12 le Zénith. Madame, Messieurs, c'est un plaisir encore de vous savoir très nombreux à nous regarder ce matin, mais surtout à tenter de mieux comprendre les réalités qui gravitent autour de ce pays qu'est le Cameroun. Et parlons bien sûr de Cameroun avant de rentrer dans cette colère restituée par Charles Membachou, portée sur la commercialisation des drogues, notamment le cannabis au Cameroun aujourd'hui. Les conséquences qui en découlent, il va falloir quand même que les Camerounais ouvrent les yeux grandement sur la démission actuelle de l'ancien secrétaire général adjoint de la Confédération africaine de football, Anthony Bafoué, justement, qui, 8 jours seulement après une mission d'inspection qu'il est venu faire au Cameroun, a choisi délibérément de quitter ses fonctions de secrétaire général adjoint de la Confédération africaine de football. Je vous l'ai dit, bien sûr, à l'entame de l'émission, que les tractations vont bon train. Parlera-t-on dans les jours à venir d'un nouveau glissement de la CAN au Cameroun ou pas, quand on sait que beaucoup se préparent à vivre la compétition au Cameroun en janvier prochain et que l'on sache en même temps que les infrastructures pour beaucoup semblent être inachevées et que des pays quand même africains aujourd'hui sont assez investis pour tout faire pour récupérer cette CAN comme ça a été le cas avec la dernière qui s'est jouée en Égypte. Est-ce que le Cameroun peut véritablement se dire aujourd'hui qu'il est capable d'organiser cette CAN? Et au-delà de la CAN, une question quand même nous interpelle. Qu'est-ce qui se passe autour du nouveau passeport qui vient d'être mis à disposition des Camerounais? Beaucoup pensent qu'il y a une augmentation sur le prix du passeport qui aurait connu une augmentation de 35 000 francs CFA et désormais passe à 10 000 francs CFA. Alors, on le sait, dans d'autres pays, le passeport coûte quand même 50 000 dans certains pays africains. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui au Cameroun, que l'on entend bien que mal, de ramener le passeport à 110 000? Attention, madame, messieurs, ça fait grand bruit et les Camerounais commencent à se demander exactement si désormais le levier économique serait le peuple camerounais et que les éléments pareils, on devrait tout faire pour spolier autant les Camerounais. Peut-être les députés devraient s'y pencher puisque à partir du 8 juin, donc c'est-à-dire ils sont rentrés au Parlement, peut-être mieux comprendre la question du passeport et des coûts qui sont pratiqués, ce n'est qu'une pièce d'identité. Bienvenue à tous. Allez, on en parle encore pour mieux comprendre la commercialisation des cannabis au Cameroun. Dominique Audrey, je vous regarde en même temps parce que vous comprenez mieux la chose. Quand je dis vous comprenez mieux... Vous comprenez mieux la chose parce que vous aviez quand même, à chaque fois sur ce plateau, pris la peine de nous dire que vous connaissez quand même un peu Minifem. J'ai grandi, je suis à Minifem. Oui, à Minifem. Et quand on dit Minifem, il faut bien faire et tout non, il faut faire la nuance. Vous étiez à Minifem, vous viviez Minifem, mais vous n'étiez pas Minifem. On se comprend parce que en termes d'éducation. Je ne suis pas totalement Minifem. Parce que si on dit que je ne suis pas Minifem, c'est comme si je suis un peu en marge. Il y a le côté qui est... On y a grandi, oui. Mais maintenant on a quand même pris des bonnes habitudes. Alors parlons de commercialisation de drogue. Pour toi qui étais très jeune, vous voulez dire que est-ce que vous avez entendu au moins se parler? C'est ce que je veux savoir. Bien sûr, comme tout le monde. J'ai vu, j'ai marché avec des gens qui le... Je veux dire que... J'ai vu. C'est bien sorti. Voilà. J'ai vu, quand on grandit dans ces environnements-là, c'est difficile de s'en défaire. On avait... Il y a des petits noms, hein. Là-bas, il y a le chef, il y avait Zaparo, il y a les noms de côtes, il y a... C'est un monde dans ce monde. Mais aidez-nous, nous qui ne connaissons rien à ça. C'est un monde dans... C'est quoi ces noms de codes-là? Non, il y a le chef, il y a tel, il y a tel, il y a tel et tout. Et parfois, il y avait des endroits où on allait, on voyait où ça poussait, comment ça s'achetait et tout et tout. De temps en temps, on voyait des gens de la police, des corps armés faisaient des descentes, raflaient des gens qui en consommaient, qui vendaient et tout ça. Mais malheureusement, on les voyait revenir quelques jours ou parfois quelques heures plus tard. Donc, il faut dire que les endroits, les points névralgiques où on traite
de cela où on peut cultiver et retrouver ça, les forces de sécurité, malheureusement ou heureusement, le savent. Mais est-ce qu'il y a dans des mesures qu'on prend pour que ça s'arrête? Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, la situation est telle que on se demande à quoi servent les centres de désintox au Cameroun. Parce il y en a? Oui, il y en a. Vous en connaissez-vous? Il y en a. Il y a Kamsiam, je crois, c'est à Douala. Oui, il y a des centres de désintoxication. Nous avons mon ignorance. Hein, oui, il y en a. Il y en a. J'ai essayé de me documenter dessus et je me suis rendu compte, par le plus grand des hasards, qu'au Cameroun, il y a des centres de désintoxication. Donc, aux parents qui ont des enfants qui commencent à consommer cela et qui veulent désintoxiquer ces enfants-là, il faudrait tout faire pour les ramener parce que un enfant peut bien commencer à en consommer, mais lorsqu'il arrête, la dépendance va faire qu'il retombe là-dedans. C'est tout un procédé pour pouvoir sortir les enfants de là. Quand j'ai fini avec ça, moi, je me suis encore interrogée sur le rôle du MINAS, Michel Ngachou. Le ministère des Affaires sociales. Oui, parce que ça, justement, ça concerne la société. Et parmi les prérogatives qui régissent ce ministère-là, il y a la prévention et le traitement de la délinquance juvénile et l'inadaptation sociale. Il y a également la lutte contre le trafic des personnes, des mineurs et tout, un certain nombre de prérogatives, mais on se demande, depuis, à quand remonte la dernière sortie du MINAS au sujet de la consommation des drogues en milieu scolaire, par exemple, parce que vous savez que là-bas, aujourd'hui, on en a dans des cantines. Monsieur Mathieu nous a fait une colère ici une fois, où on nous laissait entendre que les femmes qui vendent les lefombo dans les cantines, dans les établissements scolaires, vendent cela. Ça veut dire que passeuses. Oui, ça veut dire que la nourriture qu'on vend aux enfants à l'école n'est pas contrôlée. Il n'y a pas des gens qui descendent dans les écoles pour s'assurer de la qualité de ce que les enfants consomment dans les établissements scolaires. À côté de ça, on a déjà parlé des personnes qui commercialisent là et tout. Il y a qu'aujourd'hui, les jeunes se retrouvent de plus en plus sous pression. Allez savoir quelles sont ces pressions, parce que j'ai lu un article, malheureusement, d'un jeune garçon qui était en seconde, et il est allé voir son camarade de classe en disant vraiment, mes parents me mettent la pression, ils veulent que je sois le premier de la classe, je ne sais pas trop, je ne comprends pas si, je ne fais pas ça et tout. Son ami lui dit que non, laisse, je vais te donner un truc qui va te permettre de relâcher. Et bim, c'est comme ça qu'on lui donne les comprimés, et l'enfant, il a complètement déraillé. Donc, on a dû le conduire dans un centre pour se désintoxiquer, et commencer à lui faire des examens, parce que les personnes qui consomment cela sont sujettes à des maladies. Il y a des arrêts cardiaques, il y a les troubles de mémoire, la perte de concentration. Une personne qui consomme des stupéfiants n'a plus la possibilité d'être comme une personne normale, parce qu'ils disent malheureusement, on le fait parce qu'on a besoin de se sentir bien, on a besoin de s'évader et tout, sauf que cette évasion, ce bien-être qui est momentané a un prix, et c'est le prix de votre santé. Aujourd'hui, on a pleinement conscience que nos centres ne sont pas à même de nous traiter. J'ai effectué un reportage un jour en Vogada, et malheureusement, à mon plus grand désarroi, ces personnes qui la consomment finissent par vous dire que non, une fois j'ai ma copine qui a fait une overdose, on a réussi, je ne vais pas donner le produit avec lequel on l'a désintoxiquée, elle allait bien. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a des mesures de contournement qu'ils trouvent. Dominique, justement, même si vous êtes rentré justement dans le film en lui-même, oui. on entend des filles dire on a besoin de cannabis dans nos huiles. On a besoin de cannabis pour nos cheveux. Oui, pour les cheveux. On a besoin de cannabis pour notre protection, on va dire, de notre appareil génital. On a besoin de cannabis. Ça, c'est pour les prostituées. Je dis n'importe quoi. Je dis ce que j'entends tout le temps. Oui, oui. On a besoin de cannabis pour X, pour Y. Pour chasser les mauvais esprits. Pour chasser les mauvais esprits. Pour attirer les hommes. Pour attirer les hommes. Oui. Alors, vous croyez vraiment qu'avec ce florilège d'éléments proposés aujourd'hui, la commercialisation peut se stopper ou pas? La commercialisation peut se stopper, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que même à travers les médicaments qu'on nous prescrit à l'hôpital, il y a des drogues qui sont censées atténuer la douleur, parce que c'est de là que tout part, pour qu'on se retrouve au comprimé. Si vous lisez ou bien si vous échangez avec des médecins, ils vous diront qu'on prescrit des drogues parfois à des personnes qui ont certaines maladies pour pouvoir calmer la douleur. Mais aujourd'hui, nous, les autres, utilisent cela pour autre chose. La commercialisation, pour que ça s'arrête, il faudrait qu'on arrête d'en cultiver ici.
Comment on va faire? Il faut donc mettre à contribution le voisinage, parce que lorsque quelqu'un fume le mbanga à côté de chez vous, l'odeur vous trouve. Non, vous connaissez, voilà, l'odeur est là. Donc si on a des gens, ça étouffe, si on a des gens qui commencent à dénoncer de façon massive et collective, peut-être on aura un début de solution. Mais si dans mon petit jardin derrière chez moi, j'ai mes 3 pieds de cannabis et que je vais venir vendre au petit frère de Ngachou, il va venir avec ses 150, je vais lui donner. On va faire comment pour arrêter cela? Très souvent, ils appellent l'endroit où ils vont fumer le terre. On va au terre. On va au terre. Hein? On va au terre. Et il y a des terres, le terre c'est partout, c'est dans tous les quartiers. Dans tous les il y a un secteur, un endroit. Dans tous les quartiers, il y a toujours un terre. Un endroit précis. Donc vous trouverez toujours un dealer là-bas. Donc je veux pour les établissements, il y a la donc c'est dire quoi que ça ne peut pas, donc pas s'arrêter. Oui. La police fait quand même un travail de fond aujourd'hui. J'ai vu un vidéogramme récemment où un policier tentait d'expliquer les méthodes, les différents types de drogues. Là, c'est au Montfebé, ça fait le tour sur les réseaux sociaux parce qu'ils consomment les noms de ces drogues-là. Oui. Mais est-ce que c'est dire que la police devrait... Et les couleurs des lacets des élèves qui feraient savoir que celui-ci, quand il porte ça, ça veut dire qu'il est ça dans l'organisation. Parce que c'est une organisation. Ah. Oui, mais les couleurs des lacets. Bien sûr. Aujourd'hui, même les chapeaux, ils ont des chapeaux là avec les feuilles de cannabis. Ce sont des distinctifs qui font que quand tu regardes celui-ci, tu sais que non, celui-ci vraiment, il prend de la fumée. Très bien. Alors, je voudrais dire, Isabelle Carole, en 30 secondes, vraiment avant que je te l'amène au boucle là-dessus, les éléments, les secrets pour qu'on puisse protéger nos enfants aujourd'hui, parce que là c'est important. On a des jeunes pousses qui arrivent, on a des garçons comme vous et moi, enfin des hommes et femmes comme vous et moi aujourd'hui, qui sont assez investis dans la consommation de la drogue et des cannabis surtout, mais on a des enfants qui grandissent. Qu'est-ce qu'on fait pour sauver cette dernière? On a vu l'enfant de X qui à un moment donné tirait ce qu'elle tirait et puis faisait même des images sur des réseaux sociaux où nous les balançait. Ben, quand on est perdu, qu'est-ce qu'on fait pour rattraper ceux qui ne le sont pas encore? Ceux qui ne le sont pas encore, je crois qu'il faut beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur dans l'encadrement des enfants, extrêmement de rigueur, beaucoup de surveillance. Savoir les personnes que vos enfants fréquentent, c'est important. Il y a des parents qui inscrivent des enfants à l'école et qui, vraiment, sur 9 mois ou sur 5 ans, jusqu'à ce que l'enfant ait son bac, le parent n'est jamais à l'école. Ouais. Il ne sait même pas avec quelles sont les personnes que ses enfants côtoient et tout. Je crois que c'est des petits détails aussi simples, mais qui sont importants. Il y a des parents qui font 2 ans sans jamais entrer dans la chambre de leurs enfants. Surtout les hommes. Est-ce qu'on explique ça? C'est pas normal. Ils vont entrer inspecter, ils vont entrer... Pas qu'ils vont entrer inspecter, mais je crois que c'est normal. C'est des petites approches qu'il faut quand même avoir. De temps en temps, vous passez, vous jetez un coup d'œil. Vous voyez un peu comment l'enfant est, même la nuit même. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Si on revient à 1-2 heures, passez par la chambre de l'enfant pour voir ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il est en train de dormir? Est-ce qu'il est en train de faire... Parce que c'est justement à ces moments, parfois, qu'ils soient en train de fumer, qu'ils soient en train de fouiller par-ci, qu'ils soient en train de prendre un téléphone, qu'ils ne sont même parfois pas dans la chambre. Il y a des parents qui sont levés des fois des nuits en catastrophe et ont découvert que les enfants n'ont même pas dormi à la maison. Ouais. Ça veut dire que la base a été ratée. Parce que Charles Amel dit ici, c'est le père qui ferme la porte de la maison. Mais ça c'est ce qu'il fait. Il ferme la porte, alors il faut fermer les portes. Et il va se coucher avec ça. Non, c'est ça que je dis. C'est ça que l'enfant a. Il ne connaît pas la suite. Comment? Je suis désolé parce que le père qui ferme tient la clé. Il ne laisse pas la clé. Sur la porte. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment surveiller, il faut utiliser des mesures proportionnelles à l'âge de l'enfant. Ça aussi sont les éléments qu'il faut intégrer. Très bien. Monsieur Mbachou, puisqu'on parle de commercialisation aujourd'hui, on se rend compte que le réseau est tellement étendu, qui va de la culture à la livraison. On a même des personnes bien connues aujourd'hui qui font ce travail, qui sont des vendeurs, des passeurs connus. Je pense, très souvent, moi je vais à Limbela, et il y a un mec qui est bien connu ici, qui est debout à chaque fois. C'est un Djombe. C'est un Djombe. C'est un Djombe, je crois. Oui, c'est un Djombe, je crois bien. Oui, il y a un Djombe. Il y a un mec qui est là. Quand on passe, tous les chauffeurs, on le connaît. On vous dit que non, ça c'est le mec, il est debout, toujours propre avec un mouchoir. C'est ce qu'il fait en fait. Vous avez des cylindres qui garent. Oui, des cylindres garent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Depuis combien d'années il est là? Non, ça fait une dizaine d'années que moi je le connais. Voilà. Alors, chez la même Mbachou, commercialisation, est-ce possible de croire à un éventuel arrêt de cette saignée? C'est possible ça au Cameroun? Je dirais littéralement non. Pourquoi? Je me justifie. Jusqu'à une certaine période, c'était l'affaire des garçons. Des bandits, des enfants qui vous allez pas à l'école, des voyous, les gars qui restent au quartier, les gars qui jouaient les cartes. Mais aujourd'hui, c'est devenu l'affaire des filles et des femmes.
Les filles sont entrées dans cette affaire plus que les garçons. Ah, détrompez-vous, monsieur Michel Gadjou. Ne voyez pas votre fille à la maison, vous pensez qu'elle est naïve. Je dis généralement, monsieur Michel Gadjou, à partir de 11 ans, j'ai une façon d'appeler mes filles. Oui, parce que je sais que tu n'es plus naïf. Je sais que tu as un regard. Donc, je t'anticipe sur 20 ans, monsieur Michel Gadjou. 20 ans. À des moments, pourquoi tu es comme ça? Je dis, je suis comme ça. Vous vous rendez compte que les chiffres font froid au dos. On vous parle de 15 millions de jeunes scolarisés âgés entre 13 et 15 ans qui fument déjà, qui boivent déjà. Je suis rentré ici pas loin de Descages, dans un, je sais pas si on va dire, un cafétéria. Alors j'étais assis, après je me dis, c'est-moi quelque chose, on est entré, derrière il dit que, fais-moi, c'est coup fort, il a dit un truc, c'est coup fort, dose adultes. Le gars m'a servi, monsieur Michel Gadjou. À peine j'ai pris la première bouffée que j'ai vu Mathusalem. J'ai dit, j'ai vu Mathusalem en 20 secondes, monsieur Michel Gadjou. J'ai dit, tu viens de me servir quoi là? Il me regarde. Les gars ont commencé à dire, oh, je m'interroge. J'ai dit, taisez-vous. Vous pensez que c'est là qu'on faisait, on s'amuse? Et c'est là je dis, tu viens de vendre quoi? J'ai commencé au seul temps. Quelqu'un m'a tiré, il m'a dit que gars, laisse, tu ne peux pas comprendre, gars, viens, on va. Je te donne, va t'asseoir quelque part, tu bois. Et après, je me rends compte que c'était un homme en tenue. Oh. C'était un homme en tenue. Ah oui, disons les vérités, monsieur Michel Gadjou. Vous voyez dans des quartiers, il y a des gars qui ont des pouces spécifiques, un thermos d'une certaine couleur. Il arrive, il connaît tous les endroits. J'ai été triste d'aller rendre visite à un frère, monsieur Michel Gadjou, à village, entrée lycée. Il y a tout un endroit derrière sa maison, les gens jouent au football. Le soir, les gars vont s'asseoir là-bas, ils fument. Je vous assure, personnellement, j'ai appelé les numéros requis. On a envoyé une brigade, effectivement. Mais les gars sont venus, se sont plutôt assis avec les gars, chacun lui-même pour lui. Imaginez-vous qu'on envoie une brigade qui est censée interpeller les individus parce qu'on dit, les gars arrivent avec leur pick-up, ils descendent, ils allument. Alors, comment penser la répression comment penser la répression lorsque celui qui est censé punir est le premier à venir fumer avec l'oppresseur? Voilà la question qu'il faut poser. Vous avez des gars qui avant d'aller au tribunal plaider, tirent. Là, il y va des histoires qu'on vous a racontées quand même. Là. Mais monsieur Michel Gadjou, ces chiffres, ce rapport est disponible au Comité national de lutte contre la drogue. C'est disponible. C'est disponible. Je dis, il fume. Certains juges, je dis certains juges, monsieur Michel Gadjou, parfois pour arriver, se retrouvent à prendre. Donc dites-vous, vous avez, on dit, 60% de personnes ont fumé le cannabis. C'est-à-dire 60% de jeunes. De jeunes. 15 et 20. Vous avez 44,8% qui sont dans le tramadol, principalement les benzikineurs. Vous vous imaginez aujourd'hui, il y a tellement de motos. Quand vous prenez la moto, monsieur Michel Gadjou, au lieu de regarder le blouson du gars, regardez ses yeux. Beaucoup font la moto avec les yeux, les pupilles dilatées. Ouais. Les pupilles extrêmement dilatées. Vous avez un enfant qui rentre à la maison, il est dans son coin, il ne parle pas trop. Soit vous arrivez, il dort beaucoup. Il mange beaucoup aussi. Il dort beaucoup. Vous commencez à vous interroger parce qu'il y a des enfants qui consomment. Regardez les lèvres aussi. Regardez les lèvres. Les dents. Ces affaires de snack bar, les affaires de bar, les affaires de chicha et tout ce que vous imaginez, vous ne pouvez pas savoir ce qui se verse à l'intérieur. Et aujourd'hui, j'ai plus peur pour les filles. Vous voyez les filles qui ont des problèmes de conception. On va prendre des messages. Les enfants qui ont des problèmes de conception aujourd'hui, les jeunes filles. Allez interroger M. Michel Gadjou. Très bien. Allez, les messages, Isabelle Carozopet, je vous en prie. Qu'est-ce qu'ils nous disent nos téléspectateurs ce matin? Alors, ils sont tellement nombreux à avoir réagi ce matin, que ce soit par rapport à l'histoire du jour. On va aller très vite, hein, je vous en prie. Bonjour à vous, le 10-12. Je pense que lorsqu'on décide de se mettre en couple, on doit respecter cela et un point, c'est tout. Autre message, bonjour à vous sur le plateau. J'apprécie l'intervention des hommes. Je crois que cette femme, justement, doit se contenter de ce qu'elle voit. Du moment où elle n'a pas vu le contraire, alors qu'elle conserve toujours son mari ou alors qu'elle mène sa petite enquête.
Autre message, bonjour à vous sur le plateau. Dans une relation amoureuse, ce qui compte, c'est ce que vous voyez, le reste n'est pas important. Autre réaction SMS, bonjour à vous sur le plateau. Concernant l'histoire du jour, que la dame fasse un jour semblant d'aller dans ses champs et après de revenir de manière inopinée pour voir si son mari sera seul ou pas. C'est Lucie qui nous envoie ce message. Est-ce que c'est une bonne chose aussi ou pas? Il ne faut pas vivre dans le déni. Hein? Venir à espionner le mari. On reprend les messages. Autre réaction SMS, bonjour à vous sur le plateau concernant l'histoire du jour. Que le monsieur fasse l'enfant dehors, je crois que s'il est un homme assez mature, il ferait mieux de venir en parler à sa femme plutôt que de laisser les gens le dire. Autre message. Bonjour à vous, très belle émission. Concernant le phénomène des microbes ici à Bonabéry, c'est tellement compliqué. Il faut que les autorités essayent de voir parce qu'on vit dans l'insécurité totale. C'est Jojo qui nous envoie ce message. Bonjour à vous sur le plateau. Je crois que cette femme n'a pas les preuves. Et tant qu'elle n'a pas ces preuves, qu'elle reste tranquille. Si son mari a vraiment eu des enfants dehors, il n'a qu'à venir en parler avec elle. Bonne journée à vous. Merci effectivement à vous qui nous regardez. Et allons saluer ce matin Consti Lamine, puisque la tradition voudrait à chaque fois que nous l'écoutons. Et avec beaucoup de plaisir, Consti, ce matin, vous avez Sorepco. Bonjour. Bien entendu, Michel Gachou, bonjour à de nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les partenaires et clients du concept Salaka. Et parmi ces partenaires, vous avez l'un des poids lourds du concept Salaka, c'est les magasins Sorepco. Pourquoi je mets l'accent sur le mot lourd? Lourd déjà de par la qualité, bien sûr, de ces produits, lourd déjà de par la qualité des prix qui sont les plus bas, mais également lourd de par la qualité du partenariat entre le concept Salaka et les magasins Sorepco. Raison pour laquelle ce matin je suis encore là pour essayer d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs, pour essayer bien sûr de permettre à tous ceux-là qui ont besoin des produits de très très bonne qualité, qui ont besoin d'un congélateur, qui ont besoin d'un réfrigérateur, qui ont besoin des carreaux, qui ont besoin des meubles de bureau, qu'ils peuvent se rendre dans tous les magasins Sorepco. Et parlant bien sûr des clients des magasins Sorepco, je tiens à remercier ce mardi matin de la plus belle des manières tous les policiers du commissariat du 9e arrondissement de la ville de Douala qui ont choisi les magasins Sorepco pour se ravitailler au maximum. Alors faites comme cela, allez dans les magasins Sorepco et achetez les appareils de très très bonne qualité. Et ce matin, j'attire l'attention de tous les téléspectateurs que nous sommes à quelques jours de la fin de la promotion sur les congélateurs. Ah ben oui, n'allez plus garder le poisson chez le voisin, n'allez plus demander de l'eau glacée chez le voisin, n'allez plus garder la bière chez le voisin. Donc chacun devrait avoir un congélateur à la maison. Chacun devrait avoir un appareil qui lui permettra de conserver les aliments, d'avoir de l'eau glacée, de conserver bien sûr sa boisson. Et où devrait-on acheter ces congélateurs-là? C'est uniquement dans les magasins Sorepco. C'est dans ces magasins que vous avez les congélateurs d'origine, les congélateurs Nyanga, les congélateurs stylés. Oh là 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 là, la marque Parma. Rien que le nom vous donne l'envie d'acheter ce congélateur. Rien que le nom vous donne l'envie d'avoir un congélateur Parma à la maison. Alors revenons un instant sur le prix. Alors à combien peut-on avoir un congélateur Parma dans les magasins Sorepco? Tenez-vous tranquille, un congélateur de 188 litres. Regardez la contenance, regardez la qualité, regardez le design. Oh là 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 là, c'est neuf, c'est dans le carton avec garantie. Ce ne sont pas les congélateurs là, ce sont les congélateurs d'origine. Vous les avez à 250 000 francs. Un congélateur de 188 litres dans n'importe quel magasin Sorepco du Cameroun. Je rappelle que le stock est en train de s'épuiser. La promotion s'achève dans quelques semaines. Alors rendez-vous directement dans les magasins Sorepco. Vous êtes revendeur, vous êtes titulaire d'un bar, d'une boîte de nuit, d'un restaurant, vous êtes particulier, vous avez besoin d'un congélateur de 188 litres. Alors je vous invite d'aller dans les magasins Sorepco. Vous l'avez à 250 000 francs dans n'importe quel magasin Sorepco. À côté bien sûr de ce congélateur de 188 litres, on parle également d'un autre congélateur
chers téléspectateurs, regardez la contenance et regardez le prix. Ah ben oui, un congélateur encore plus puissant, un congélateur encore plus élégant. Vous l'avez dans les magasins Sorebco à 300 000 francs, chers téléspectateurs. Regardez bien sûr l'image tout à l'heure à l'écran. Appréciez la qualité de l'image, appréciez bien sûr la contenance. Vous l'avez dans les magasins Sorebco à des prix vraiment très très dérisoires. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez dès à présent M. Kemadjou. Passez la commande dès à présent. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, vous avez la possibilité de faire des paiements par tranche dans les magasins Sorebco. Des congélateurs Parma de 188 litres, vous les avez à 250 000 francs. Mototenye Sengalemba Tatan, Basango na Banyango, et n'est pas ça Deido, et n'est pas ça Bomono, et n'est pas ça Bepanda, et n'est pas ça Ngelemenduka. Yande au magasin Sorebco. Et Banjana, au ben congélateur, il y a 265 litres. Tu l'as à 300 000 francs dans les magasins Sorebco pour dire tout simplement, n'allez plus, virgule, gardez les condiments, virgule, chez les voisins, point virgule, parce que Sorebco vend les congélateurs à partir de 250 000 francs, stock très très limité. La promotion s'achève dans quelques semaines. N'hésitez surtout pas, un congélateur à 250 000 francs, c'est dans les magasins Sorebco et nulle part ailleurs, et c'est des congélateurs verticaux. C'est le genre qui est debout comme ça là, c'est comme ça là, c'est moins encombrant, c'est debout comme ça là, au Sorebco à 250 000 francs, un congélateur de qualité supérieure. Infiniment, Constilamine, et c'est très important justement de vous écouter avec tous ces messages ce matin. Les Camerounais se réveillent avec une grosse surprise. On en reparlera tout à l'heure concernant le passeport. Permettez-moi de vous dire que le Cameroun augmente bien sûr le coût du timbre du passeport de 75 000 à 110 000 francs CFA dès le 1er juillet 2021, soit une hausse de 35 000 francs CFA dès le 1er juillet 2021. Et il faut bien sûr rappeler qu'en Côte d'Ivoire, au Togo, dans d'autres pays justement, le passeport varie entre 30 et 40 000 francs CFA et livré en 2 semaines. Alors, est-ce que ce n'est pas une façon de provoquer les Camerounais aujourd'hui qui voudraient avoir un passeport? Quand même, 110 000 francs CFA pour un passeport au Cameroun, dont vous n'êtes même pas très sûr justement qu'on vous livrera cela dans les délais. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Allons bien sûr prendre encore nos messages, Isabelle, non, Dominique Audrey, cette fois-ci sur Equinox TV. Equinox TV, Stéphie Cool, moi je lui conseillerais d'en parler avec son mari. Elle ne doit pas fermer l'œil dessus. Le monsieur a commencé la sorcellerie dans le foyer. Elle n'est plus en sécurité dès lors que sa rivale a accès à son intimité. Jocelyne Tchabga, j'espère qu'elle sait qu'elle ne doit pas pardonner cela. Elle n'a que 24 ans, trop jeune pour rester dans ce genre de foyer. En plus, un pauvre... Daniel Lalove, ce n'est pas possible. Oui, ce n'est pas possible. Cet homme n'a pas bien fait. Il ne doit pas venir avec une autre femme dans la maison, surtout qu'il sait qu'il est marié. Ça, c'est très grave. Peggy... Mais s'il n'est pas marié, il peut le faire au moins. Oui, là, la maison n'appartient qu'à lui. Un homme ne doit pas venir dans une maison. Mais maintenant, ici, là, puisque personne n'a voulu dire qu'un homme, même si c'est une rumeur, ne doit pas ramener ses amantes dans la maison. On a tout fait de dire que, oh, surveillance, oh, on est en train de suivre. Personne ne doit le faire. Qu'on soit marié ou pas. Si on entretient une relation, on ne doit pas le faire. Qu'on soit marié ou pas. Du moment où on entretient une relation, on ne doit plus le faire. C'est-à-dire que si c'est elle qui entre, c'est Michel qui entre chez vous, qui est en relation avec vous et tout, vous ne devez pas ramener notre personne. Personne ne doit le faire. Personne. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que ce sont des choses colportées. Moi, je dis, faisons attention aux choses colportées, parce que la personne qui vous demande de sortir peut être celle même qui est votre rival. Quand vous vous rendez compte que, justement, moi, je vais reverser un peu, j'inverse si vous voulez. Vous êtes justement, vous n'êtes pas là, vous l'homme. Les femmes ramènent des hommes chez vous. Les photos que vous avez mis au salon, vous vous rendez compte 1 ou 2 semaines après, quand vous venez, les photos, on a changé, on a mis dans la poubelle. On vous dit non, vraiment, c'est votre maman, c'est votre papa, vraiment, vos mères sont déjà morts. On ne veut pas voir celle-ci. On enlève la photo de vos parents. Ben oui. Oui. On ne veut pas voir celle-ci, vraiment, mettez ça dans la poubelle. Franchement, c'est pas normal. Et vous voyagez, vous n'êtes pas là, vous revenez, les voisins vous regardent comme... on vous rionne. On vous dit, oh là là, bonjour voisin, ça va bien? C'est le retour. Bienvenue, vous êtes là. Et qu'un jour, vous vous rendez compte justement qu'il y a un homme qui vit chez vous. Voilà. Et cet homme qui vit chez vous, justement, vous dit même qu'il a tout payé chez vous. Vous dites que les femmes, c'est bien. C'est comme ça, on doit faire ça. Non, Michel, on doit valider ça. Michel, peut-être qu'on est en train de faire beaucoup de discours, mais on ne se comprend pas. On ne se comprend pas.
Si vous ne voulez plus rester ensemble, vous n'avez qu'à vous séparer. C'est clair. C'est simple. C'est-à-dire que si vous estimez qu'à un moment donné, c'est plus ça. Mais je dis, quand vous prenez une décision, il faut que cette décision vienne de vous. Fondamentalement. Parce que demain, c'est vous qui devez assumer la décision que vous prenez. Mais ne prenez pas une décision parce que c'est votre frère, c'est votre père, c'est votre soeur, ou enfin c'est votre voisine qui vous dit laissez tomber cette femme. C'est de ça qu'il est question. Assumez vos choix, vos points de vue, vos décisions, assumez-les de vous-même. Sauf qu'on fait l'amalgame. Ici, personne ne demande à la dame de faire un choix. Est-ce qu'elle doit croire à ce que les voisines lui disent? Ça, c'est la première question. Quelqu'un a-t-il vécu ça? Comment est-ce qu'on gère? Comment est-ce qu'on se comporte? C'est à elle que va revenir la décision finale. Comment est-ce que je me comporte? Si vos voisins, ou bien les voisins du monsieur dont on a enlevé les photos et tout, n'étaient pas là, le monsieur n'aurait jamais su. Il peut se faire tuer par le monsieur qui vient habiter chez lui. Bien sûr. Qu'est-ce qui va lui mettre la puce à l'oreille? C'est toujours parce qu'il y a un événement extérieur qu'on se rend compte que peut-être mon enfant vole parce que la voisine là-bas m'a dit qu'on le voit marcher avec l'enfant qu'on a vu, on a tabassé la dernière fois. Il y a toujours quelqu'un qui vient de quelque part vous dire quelque chose. Donc lorsqu'on vous dit quelque chose, ne prenez pas de décision, mais prenez sur vous. Prenez du recul, faites une introspection et interrogez-vous, tout simplement. 30 secondes, cher Label. À la première question, on a répondu. Ah, d'accord. La première question de Dominique Audrey, on a répondu. Et si le type se mettait dans une logique de polygamie? Mais pourquoi ne pas l'assumer? S'il se mettait... Vous pensez que c'est tout qu'on dit là, tout de go? Parce mais vous ramenez une femme chez moi, parce pourquoi? Que j'ai dit si. Il se mettait parce qu'elle ne nous a pas donné le régime matrimonial. C'est pour ça que j'ai employé... Vous avez tous les réponses. Ils sont monogames. Dominique, vous avez les réponses. Je dis qu'ils sont monogames. Dominique Audrey. Buena Santi nous dit. Vous êtes grave quand même, hein? Comment vous savez qu'elle est monogame? C'est à moi qu'on a renvoyé l'histoire. Si c'est un mari fructueux, ça va. Mais si c'est un yougos, un dormir sur canapé, qu'elle parle tranquillo, c'est une histoire rocambolesque digne d'un film de malhonnête. Sidik Rai nous dit, en ce qui concerne cet homme, il est innocent. Mais Belmondo, c'est plutôt l'histoire de Belmondo qui est un peu suspecte, hein, parce que c'est lui qui piquait la voisine. Non. Non, c'est lui qui allait se faire éjecter chez la... lui s'est déplacé pour aller chez la voisine. Oui, mais on me voyait donc sortir. Il est à 6 heures. Le gars, il a passé la nuit chez la voisine. Voilà. Allez, merci beaucoup Dominique Audrey. La revue des réseaux sociaux, Isabelle Carozebet. Ce matin, qu'est-ce que vous nous aviez gardé? Mais avant justement la revue des réseaux sociaux, on voulait bien savoir qui sont ces femmes. Est-ce que vous avez entendu le communiqué de ces femmes? Vous avez lu le communiqué de ces femmes qui ont choisi bien sûr de faire entendre leur voix en boycottant. Qui sont-elles? Connaissez-vous un nom? Parce que moi... On en parlera. C'était juste un petit clin d'œil. Pourquoi avoir attendu que... C'était une virgule. Voilà, pourquoi avoir attendu que les 20 ou 30 Il y a un commentaire justement, il y a un téléspectateur qui a dit que si vous allez me fouiller, vous verrez que ce sont les femmes des personnes qui sont interpellées par... Vous voulez qu'on donne quelques noms? Voilà. Oui, s'il vous plaît, on veut savoir qui c'est. N'est-ce pas? Oui. Vous avez le professeur Justine Difo. Vous avez... Pardon. On a compris. Si on voulait donner des noms. Le premier nom on a compris. Merci beaucoup. La revue des réseaux sociaux. C'est souillant. Oui, mais politique. Bon, on va faire l'émission. Monsieur Mbacchou, arrêtez de nous faire rire. Membre politique. Allons-y. La revue des réseaux sociaux. La revue des réseaux sociaux. Bon, excusez-moi, c'est Charles Amel aussi en même temps. Allez. Vous avez dit que c'était... Bon. Nous sommes à la revue, c'est l'instant de la revue des réseaux sociaux. Parlons dans cet hommage justement, ou encore de ce dessin du pasteur Tibi Joshua. Voilà, ce célèbre télé-évangéliste que tout le monde a connu, que tout le monde connaît, qui n'est plus, qui est donc décédé, il faut le dire, depuis samedi, donc 5 juin. Ces photos inondent sur la toile. Des milliers de personnes, de hautes personnalités, même de son pays, ne cessent de rendre hommage à ce faiseur de miracles plutôt controversé. Parce que oui, il faut le dire, il y en a qui estiment que ce qu'il faisait c'était ça, il y en a qui pensaient que c'était des choses un peu aussi inventées et tout ce qui va avec. Bref, il y en a qui croyaient et qui n'y croyaient pas. Dans tous les cas, on a quand même vu des centaines de fidèles en pleurs, que ce soit devant les portes de la synagogue Church of All Nations, dans le quartier Ikotum, Egbe de Lagos, que ce soit aussi de par le monde, que ce soit au Cameroun ou encore dans les autres pays, parce qu'il y en a qui le suivaient justement via ses réseaux sociaux, qui le suivaient 50 millions d'abonnés quand même. Ses chaînes. Il avait tellement d'abonnés parce qu'il prêchait
justement aussi, via votre téléviseur, vous avez cette possibilité de pouvoir exécuter juste ce qu'il était en train de dire ou encore d'être atteint par ces différents messages. Aujourd'hui, il n'est plus. Les causes de son décès n'ont pas été révélées, du moins par son église, qui jusqu'ici n'a pas tenu à donc faire savoir les réelles causes de son décès. Dans tous les cas, il n'est plus. Le monde en parle bien sûr depuis pratiquement 48 heures de son décès annoncé, on va dire le week-end dernier. Tibi Joshua, comme on l'appelait d'ailleurs, et qui samedi dernier, après avoir pris sur lui de faire encore un petit moment d'évangélisation, a quand même eu des propos qui n'étaient pas loin de quelqu'un qui disait bien sûr au revoir aux uns et aux autres. Il aurait fait sa part justement et il doit rentrer se reposer. Comment comprendre cela? Les nombreux chrétiens du monde, mais surtout ceux qui étaient abonnés à ces chaînes et sont dans la constellation, son décès qui a touché beaucoup de parents, beaucoup de mamans. Vous vous souvenez quand même qu'il vous disait que lorsque vous voulez prier, vous avez un problème, mettez la main sur la télévision, vous priez, ça va passer. C'était quand même. Je crois que ça, c'est la foi qui compte. C'était là. Ça, c'est la foi. C'est pas la télé qui va vous guérir. C'est si vous croyez que la prière qu'on fait à ce moment précis, au travers de la prière, peut vous aider. C'est seulement à ce moment précis-là que vous pourrez avoir une sorte de guérison. Mais ce qui m'a marqué chez le monsieur, c'était la prêche, la qualité de la prêche, la façon dont il expliquait la Bible pour ceux qui y croient, sans forcément appartenir à son église ou bien à une autre obédience ou bien de quelque horizon spirituel qu'on soit. La façon de transposer la parole de Dieu dans le vécu quotidien faisait qu'on se retrouvait un peu. C'est vrai que c'était en anglais et que d'autres pourraient dire que non, ça peut être une barrière. Non, il le faisait vraiment bien et moi je ne crois pas trop au miracle, hein, mais le fait que à travers sa télé, on voyait comment il remettait de la nourriture aux personnes âgées, de l'argent aux personnes âgées, des camions de nourriture, des dons et tout. C'est ça qui marque. Maintenant, puisque c'est une personne humaine, faite de chair comme nous autres, il y aura toujours des gens qui trouveront à redire. Mais l'essentiel, le plus important de retenir chez les humains, c'est ce qu'ils ont fait de bien. Alors, Ebel Mandon dit quand même que c'est le pasteur qui faisait des miracles. On s'attendait parce qu'il meurt aussitôt, 57 ans. Est-ce qu'il aurait été malade et caché sa maladie? Vous l'avez écouté certainement. Hein. Bon, vous êtes chrétien, vous êtes très engagé, moi non plus. Enfin, moi non. Ce n'est pas une question d'engagement. Si vous avez écouté ce qu'il a dit, ce jour-là, ce qu'il a dit, et ce jour-là, il a chanté. Ce qu'il a dit, c'est que c'était une chanson. Serez-vous prêts, c'était en anglais, serez-vous prêts lorsque Jésus viendra? Serez-vous prêts lorsque Dieu reviendra? Et il a chanté en disant, moi je serai prêt. On pourrait prendre, pour les personnes qui ont vu des gens mourir entre leurs mains, on sait généralement que c'est après que la personne meurt qu'on se rend compte qu'en disant telle phrase, par exemple en disant à mon fils, je vois que bientôt il y aura des gens à la maison qui vont lancer les matelas à terre. Je ne veux pas que tu fasses de bruit. C'est lorsque la personne meurt, puisque dans le deuil on ne se couche pas sur le lit, qu'on vous dit que non, ne faites pas de bruit parce qu'il y aura des problèmes. Peut-être bientôt votre église aussi. On sera peut-être des abonnés. On sait jamais. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Michel. Alors, Belmondo, elle en rit, mais je ne comprends pas. Alors, Belmondo, votre point de vue quand même sur le décès de Tibi Joshua, on est quand même celui qui fait des prêches. On est celui qui guérit. On est malade de soi-même. Est-ce que, comme quelqu'un me le disait hier, il a plus mis le marketing devant que son propre problème à lui-même? S'il avait quand même dit qu'il était malade, peut-être les gens lui seraient venus en aide aussi. Et il aurait peut-être mieux convaincu les uns les autres aussi. Mais vous savez, il a mis le marketing devant. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un pasteur aussi célèbre, c'est des personnes que les gens prennent pour le Dieu sur terre. Il avait quand même l'une des plus grandes synagogues au monde. Hein. Donc Tibi Joshua, c'est quelqu'un dans le monde des églises réveillées, il était au summum. Ouais. Donc maintenant, être malade, lui pasteur, lui qui soigne, qui fait des miracles, le faiseur des miracles, le prédicateur de la bonne nouvelle, être malade, il ne peut le dire à ses fidèles pour que les fidèles aussi prient pour lui. Lui qui ressuscitait. Lui qui ressuscitait les morts en guillemets. Ok? Mais il n'a pas pu dire à ses propres fidèles, voilà, mettez-vous en prière parce que le prédicateur de la bonne nouvelle lui-même vit ses derniers jours. Connaissez-vous la parabole? Connaissez-vous la parabole
des jours au désert. On va refaire de l'échange de Sœur Dominique Audrey, permettez-moi d'écouter le frère. La sœur est très entrée dans l'église. Bon, je veux simplement dire ceci. À partir du moment où vous-même, l'homme de Dieu qui est censé guérir les malades, ressusciter les morts, prêcher la bonne nouvelle, vous êtes malade, vous le cachez pendant pas mal de temps quand même, parce qu'il n'a pas été malade 2 jours. Officiellement, on ne nous dit pas, mais on sait qu'il était malade. Mais pourquoi il ne le dit pas? Mais peut-être par crainte de voir certains fidèles perdre la foi en se disant, mais celui-là, on le croyait immortel. Non, peut-être pas immortel, mais pas quand même malade au point... Quand vous voyez, je vais prendre l'exemple de celui-là qui a été candidat au présidentiel ici. Lui aussi, quand il est décédé, qu'est-ce qui s'est passé dans son église? On a dit il va se réveiller, on n'a pas voulu l'enterrer. On a dit 3 jours après il va ressusciter. Parce qu'en principe... Pareil pour Jérusalem. Pareil pour Jérusalem. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour qu'on aille enterrer. Aujourd'hui ils sont ressuscités, toutes ces personnes-là? Non. Jésus est mort à 35 ans. Oh, Dominique Audrey, c'est grave. Mais c'est Jésus. Oh. C'est grave. Sauf si vous... Vous voulez nous dire que les gens voient leur mort maintenant? Non, je veux simplement... Mais Jésus lui avait annoncé aussi sa mort. Le Fils de l'homme mourra, et au 3e jour, il sera ressuscité. Et vous qui êtes chrétien, l'histoire nous dit que effectivement, le 3e jour, Jésus est ressuscité. Sauf que Emmanuel, c'est un humain fait de chair. Il n'est pas Jésus. Jésus était sur terre de chair et d'os aussi. On risque d'avoir un débat religieux là. De toutes les façons, moi je dis, pour sortir de ce sujet-là pour moi, c'est que je pense qu'il aurait mieux fait de dire qu'il était malade. À ses fidèles qu'il était malade, on se serait mis en prière pour lui aussi. Voilà. Ça aurait... Même si à la fin, ça ne devait pas empêcher qu'il meure, mais au moins... Les réseaux sociaux en parlent depuis 48 heures. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Était-il le pasteur providentiel? Il y a beaucoup de boutiques qui ont fermé au camp Yabassi, des personnes qui n'en revenaient pas. Ça me rappelle le Père Soufo. On a connu ce genre d'épiphénomène, le Père Soufo. À la carrière. À la carrière, à Yaoundé, qui soignait des femmes, qui donnait des grossesses aux femmes, qui avait des pouvoirs d'exorcisme, d'exorciser les démons, qui donnait même les examens aux enfants lorsque vous arrivez. Si vous avez suivi 1 an, les 9 mois de l'école, on vous rassemble en disant partez tous, vous allez obtenir le diplôme, et l'enfant qui n'obtiendra pas le diplôme sera un enfant qui aura triché. On surfe sur cet ensemble de mots. Monsieur Michel Gathiou, voilà encore quelqu'un qui aura personnifié l'Église de Dieu. Voilà quelqu'un qui se sera fait Dieu parmi les hommes, qui une fois parti va voir l'ouvrage s'écrouler, monsieur Michel Gathiou. Jésus-Christ n'avait pas de compte en banque. Jésus-Christ n'avait pas, monsieur Michel, Jésus-Christ n'avait pas d'argent parce que tout ce qui était donné dans ce que nous savons dans la Bible, Jésus le redistribuait en le disant « aime ton prochain comme toi-même ». Il n'avait qu'une seule tunique qu'il transportait. La preuve, tous les films que vous avez vus, en aucun moment Jésus ne s'est changé. Je m'en tiens à cela. Donc vous avez un pasteur. Ce n'est que des mises en scène, Charles. C'est le cinéma. Je respecte sa mémoire. Vous avez un pasteur qui se retrouvait parmi les 8 fortunes les plus immenses de toute l'Afrique, parmi les prêtres, les chrétiens de l'Église. Il était la 8e fortune. 15 millions de dollars, monsieur Michel Gathiou. On ne parle pas de francs CFA. Ouais. On ne parle pas de pain, monsieur Michel Gathiou. On parle de quelqu'un qui était toute une fortune. Alors, j'estime quand même qu'à un moment donné, vrai, on va dire, est-ce que l'Église catholique, vrai, est-ce que l'Église... Non, je ne veux pas rentrer dans ce jeu et dire qu'à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui avaient été dites. Vous vous rappelez des musiciens camerounais qui étaient allés de ce côté pour se faire exorciser. Non, je ne vais pas citer les noms. Des musiciens camerounais qui sont revenus nous dire que, attention, on les avait payés billets d'avion et tout pour pouvoir aller le faire. Jusqu'en 2011, le gouvernement camerounais prend la décision de l'interdire dans tout le Cameroun. Vous savez pourquoi le gouvernement camerounais avait décidé d'interdire à Tibi Joshua d'entrer. Vous vous rappelez de toutes ces prophéties qu'il avait fait sur le Cameroun qui s'étaient avérées fausses. Ouais, il avait fait tellement de prophéties sur le Cameroun. Nous n'allons pas le juger à la place de Dieu, mais nous allons dire tout simplement, de la même façon que vous passez à Bonabéry, de la même façon que vous passez à Trois-Morts, de la même façon que vous passez, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ont cru qu'ils ont eu la révélation de Dieu, tous ceux qui croient que ce n'est qu'à eux que Dieu parlait, à la fin, lorsqu'ils ne sont plus là, ils emportent avec eux tout.
il n'y a pas de transmission, il n'y a rien. Cette église, Voilà. elle va disparaître Absolument. comme la carrière, comme Mala, comme Marie-Lumière, tout ce qu'on a connu, ça ira de la même façon. Merci beaucoup, cher Lamine Bachou. Eh ben, merci surtout de prendre des exemples locaux. Locaux. Hein. Oui, Ouais, c'est c'est ça que important. j'ai pris des Père exemples. Soufou à Yaoundé, nous aussi Oui. on l'a connu, à la carrière là-bas. Nous, maman, nous, On nous avait Je pense des affaires qu'on appelait le bénit. Mais oui. C'est tout Yaoundé qui allait à la carrière. Monsieur, en même temps, hein, il faut que je dis non, béni, c'est tout le monde qui allait à la carte. Je vous dis parce que ma mère, un jour, elle me dit, allons, je dis, mais c'est pas raisonnable, nous sommes allés pour l'eau bénie. Tant la femme de Père Soufou vendait la nourriture, le pain de foie, tant que son pain de foie ne finissait pas, aucune femme là-bas derrière ne vendait monsieur Michel Gatouri. Le pain de foie. Le pain de foie. Vous voyez Michel Gatouri, j'étais vendait le pain de foie et elle faisait des grosses mamites. Tant que ça ne finissait pas, aucune femme ne vendait. Le dimanche ici, quand je sors, Merci Mathieu. C'est bon, matin. c'est bon, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci infiniment. Je veux quand même que ça arrive ce matin. Je vous dis. Vraiment, Le mec a vécu tellement de choses. La traversée était longue quand même. Il a connu Père Soufou. Parce que quand tu parles quand même du pain foie de madame. C'est un indicateur. Les bicolis. Tant qu'elle ne finissait pas, les bicolis. mais c'est bien dommage. Si après eux, rien n'existe pas, ça veut dire que le travail que vous avez abattu, dans le vide. En fait, moi j'ai mal. Moi j'ai mal pour tous ceux qui vivent à la carrière aujourd'hui. C'est-à-dire que les gars qui ont mon âge là-bas, parce que quand vous étiez un peu genre, on vous dit à l'école que non, vous êtes bête, on vous a mis je pèse au faux. On vous foutait là-bas, on vous fait je pèse au faux. Que non, l'enfant est bête parce que il est pas intelligent parce que. Mais c'est assez compliqué. Ils avaient qu'à en sortir vraiment, je Mais vous en finalement, prie. je crois que Ouais. ce qui est important, c'est de pouvoir souvent faire c'est pas quand même. Ça va aller. Qu'après vous, il y ait quand même une relève. Qu'après vous, rien, ça ne s'effondre pas. Parce que si ça s'effondre, tous ces fidèles, toutes ces personnes qui ont misé sur vous, qui ont tout reposé sur vous, qui ont tout. C'est-à-dire que pour vous, vous étiez le centre, vous étiez la pièce centrale du puzzle. Ça veut dire qu'après vous, il y aura quoi? Il n'y aura plus rien du Je tout. cherche où est passé Dr Saleh Somba aujourd'hui. Mais c'est à tort. Il est là. C'est à tort. Ah, il est sur la toile. Ah, c'est ça. Il a utilisé le nom Camden. Oui, Ils sont pareil. là. Ce sont plus- Les mandats sont sur le plan. Voilà. Ils sont Il n'y là. a plus les mandats. mêmes effets. Il n'y a là. plus les mêmes effets. Pourtant, Ils ça ne sont devrait pas être Est-ce le cas. que ça ne doit pas rêver les gens, les Camerounais en leur disant bon, peut-être n'est pas là pour nous dire sortez des églises parce que les églises vous abrutissent véritablement. Je reprends quelques mots de Bonbon, il n'est pas là. Hein? Si Qui vous dit ne voulez pas aller à est-ce qu'en réalité l'église, vous vous rendez compte vous qu'il y a des ne partez pas. businessmen derrière 15 millions de dollars Que, quand même. malheureusement, les gens qui 15 vont ne millions voient de pas. dollars. On ne parle pas de 15 000 francs. On parle de 15 millions de dollars. Est-ce que ça, c'est ce qu'on Un individu. offre au pasteur ou bien c'est l'argent de la Le caisse? pasteur vient C'est sa s'en fortune, non? C'est C'est ce qu'on sa lui offre. fortune. C'est ce qu'on lui offre. Qui lui offre? Qui lui offre comment? Vous savez combien Il a ça eu coûte ça pour comment? payer l'eau? Il a eu ça comment? L'appui sort d'où? Attendez, Si ce sont les attendez, fidèles. attendez. Si ce ne sont les fidèles, est-ce qu'on est C'est toute une entreprise là-bas. Hein. Non. Peut-être vous Non. C'est demandez toute une à quelqu'un entreprise. de faire Allez, quoi. Il y a des hôtels où la vous venez réalisation, vous loger la là-bas. réal me fait savoir, je vous en prie, qu'on a donné justement la parole à Consti Lamine. Merci de la réalisation. Consti est avec nous dans un instant. Dans nos conduits auditifs, une matière jaunâtre et peu ragoûtante que nous avons pris l'habitude de retirer avec des cotons-tiges. Pourtant, il ne faut jamais faire ça. Le coton-tige provoque des bouchons d'oreilles ou pire que ça, il blesse vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles? Oui. Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps. C'est donc pour cela que le Earlys Up a été conçu. Car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Pour utiliser le Earlys Up, rien de plus simple. Allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant. Faites ensuite tourner lentement le Earlys Up pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif. Il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille. Sachez que chaque jour, plus de 200 personnes sont hospitalisées à cause des cotons-tiges. Ils provoquent souvent des bouchons de coton et de cérumen, mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans qui provoque souvent des pertes de l'audition. Merci infiniment. Allez, Consti Lamine, tout est dit là, à nouveau.
Bien entendu, tout a été dit dans ce spot. Hein. Une fois de plus, le concept Salaka s'installe encore sur ce magnifique plateau. Pour l'instant commercial, l'instant réservé à la vente des produits de très bonne qualité du concept Salaka. Après donc les magasins Sorepco, le concept Salaka s'installe au magasin 1001 tapis. Il faut le rappeler, hein, c'est la base du concept Salaka. Et ce magasin est situé en plein cœur de Douala, au quartier Aqua, en face le palais d'Ika. Nous sommes ouverts de lundi à samedi, de 9h à 18h. Alors, chers téléspectateurs, un conseil que je vais donner à l'endroit de tous les clients et tous les partenaires du concept Salaka. Et c'est que vous êtes nombreux à me regarder ce matin. Alors, retenez tout simplement que la vraie magie, c'est le travail. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous endort pas. Pour réussir dans la vie, il faut être honnête, il faut être sincère, il faut aimer son prochain, il faut éviter de faire du mal. Ainsi, vous allez réussir. Donc, on n'a pas besoin de chercher les midi à 14h pour réussir. La vraie magie, c'est le travail. La preuve en est, quand Stylamine se contemple de son concept Salaka, il le fait très bien et il gagne son bout de pain sans avoir aucun problème. Alors, c'était donc un conseil à l'endroit de tous les téléspectateurs de ce matin. C'est important de conseiller les clients du concept Salaka parce que je vous aime tellement. Alors, à l'instant, le Early Zap. Oui, Michel Gachou. Bien entendu, donc, le Early Zap, c'est donc votre appareil qui vous permet de nettoyer les oreilles, encore appelé appareil pour nettoyer oreilles. L'école amsé, hein, appareil pour nettoyer oreille. You want nettoyer your oreille. Not take again brandy de balai. Not take again cure-dent. Not take again, c'est-à-dire stylo. Take this appareil. L'école amsé, Early Zap. Encore appelé en anglais en français, appareil pour nettoyer oreille. Le prix est de 7500 francs. Mais quand vous achetez un Early Zap, on vous donne le deuxième gratuitement. Pour dire tout simplement, buy one, take two. Vous achetez un Early Zap à 7500. On vous donne le deuxième gratuitement. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez et commandez votre appareil pour nettoyer les oreilles. Stylamine, merci à vous, merci pour cette édition de 10-12 le Zénith et qui est devenue bien sûr, on va dire, un moment très important pour beaucoup de Camerounais. Lorsqu'il est 10 h, on arrête tout et on s'accroche à la télévision. Merci pour l'intérêt que vous portez à Equinox, merci pour la finité, merci pour la fidélité surtout. Charles Membachou, merci à vous. Merci, monsieur Michel Gachou. Bon congé. Isabelle Carozoupet également. Oh là là. Dominique Audrey Yengelek. Ensemble unis pour la même mission. L'émission n'est pas terminée. On l'achève juste Oui, Michel. Bon congé à vous. Bon congé à vous. C'est tout ce que tu dis.